Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du cas de Marlene Hawkes, une jeune mère de famille qui a connu un destin terrible. J'espère que cette affaire est encore inconnue pour vous, mais comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, des commentaires ou vous abonnant juste en dessous. Merci à tous ceux qui le feront et sans plus tarder, c'est parti pour cette affaire. Helen Marlene Hawkes, que l'on va appeler Marlene tout le long, est née le 7 décembre 1954. Elle est la fille de Willie Craig Hawkes, qui est surnommé Billy, et de Lauren Mildred McKeary. On ne sait pas grand-chose de la vie passée de Marlene, simplement on sait que lorsqu'elle n'avait que 16 ans, elle a épousé William Alexander Major, surnommé Bill, et devint alors Marlene Major. Ce dernier est né le 6 janvier 1944, ce qui signifie qu'il avait donc 10 ans de plus que l'adolescente. Il travaillait comme mécanicien et réparait des voitures dans le garage de sa propriété. Malheureusement pour la pauvre Marlene, le couple n'a pas du tout vécu de belles années, bien au contraire. Bill et Marlene se disputaient, voire même se battaient régulièrement, et ça se répercutait bien sûr sur leur vie de famille puisque ensemble, ils ont eu 2 enfants. Donald et Lalana. Et la pauvreté n'aidait pas du tout à leur situation, bien au contraire, étant donné qu'ils vivaient dans une petite roulotte, et on sait que la pauvreté peut créer des discordes dans un couple, d'autant de vivre tous les uns sur les autres. Pour ne rien arranger, après 9 ans de relation, donc en 1980, Marlene était âgée de 26 ans, et elle est tombée amoureuse d'un autre homme. L'homme, prénommé Glenn Saint-Hilaire, était en plus de ça un proche du couple. Il était un employé de son mari et travaillait dans son garage qui se trouve sur la propriété familiale. Le couple avait rencontré Glenn lorsque son camion était tombé en panne alors qu'il voyageait de l'Ohio au Texas. Puisqu'ils s'entendaient tous très bien, c'est naturellement que Glenn a fini par vivre dans un camping-car sur la propriété des Majors. Au fil du temps, la relation entre Glenn et Marlene est devenue bien plus qu'amicale et étrangement, Bill, le mari de Marlene, était non seulement au courant que sa femme dormait avec Glenn, mais il les avait lui-même encouragés à le faire. Après tout, pourquoi pas? Tant que tout le monde est consentant et qu'ils ne font de mal à personne, ça ne nous regarde pas. Malheureusement, les choses ont pris une tournure bien plus sombre au sein de cette famille. Un jour, Marlene a fait une horrible découverte, dont je ne souhaite évidemment à aucun parent, celle que son mari avait agressé leur fils âgé de 8 ans, Donald. Marlene, qui tenait un journal intime depuis des années, où elle écrivait dessus toutes les péripéties de sa vie, qu'elles soient positives ou négatives, s'est confiée à l'intérieur concernant sa découverte, déclarant à quel point elle était en colère et dégoûtée contre son mari d'avoir osé toucher leur fils, leur enfant si innocent. Marlene a écrit le passage suivant dans son journal, après avoir découvert ce que Bill avait fait à son fils. « Je sais ce que j'ai vu. Je lui ai dit de ne plus jamais me toucher, et s'il touche à Donald, je le tuerai. Je pourrais être la plus grande pute à marcher dans les rues de Vérone, et aucun juge n'oserait lui donner la garde de mes enfants avant moi. » La jeune femme a immédiatement commencé à faire des plans pour pouvoir partir avec ses 2 enfants, loin de Bill, et de recommencer une vie à zéro avec ses enfants. En tant que mère, il était bien sûr impensable de laisser ses 2 enfants avec un homme qui pouvait les agresser. Ils devaient être dans un environnement sûr, sain, loin de leur père. Mais vous vous en doutez, Bill Major était extrêmement en colère, ne serait-ce qu'à l'idée que sa femme emmène les enfants loin de lui et ose quitter le foyer familial. C'était un scénario impensable pour l'homme. Bill en a régulièrement parlé avec des amis à partir du moment où sa femme avait tenté de parler de l'idée du divorce afin d'avoir des conseils ou même simplement pour cracher son venin, puisqu'il leur a répété à maintes et maintes fois que si Marlene osait ne serait-ce qu'essayer de le quitter,
qui n'hésiterait pas à son tour à la tuer. Le pire étant que l'homme avait visiblement déjà tout un plan en tête, puisqu'il avait dit à l'un de ses amis qu'il allait démembrer Marlène afin de dissimuler son cadavre. Bill Major avait également eu la langue bien pendue auprès de Glenn, l'amant de la femme qui est également son employé et son ami, à qui il a dit qu'il tirerait sur Marlène, lui couperait la tête et lui arracherait toutes ses dents pour que si un jour son cadavre soit retrouvé, les policiers ne puissent pas l'identifier. Un plan, comme vous le voyez, visiblement bien ficelé. Ce serait le crime parfait. Personne ne saurait jamais ce qui est arrivé à Marlène. La jeune femme commençait de son côté peu à peu à craindre que la situation ne devienne trop dangereuse pour sa vie, voire même celle de ses enfants, si elle essayait réellement de partir comme elle le souhaitait. Elle a écrit dans son journal qu'après plusieurs discussions et surtout disputes avec son mari, que celui-ci avait finalement accepté de signer des documents de divorce si l'abus concernant Donald n'était pas rendu public. Toutefois, rien n'était fait, il pouvait à tout moment changer encore une fois d'avis, alors elle a également écrit que si jamais il ne signait pas comme convenu les papiers du divorce, alors elle irait chez la belle-sœur de Bill et lui raconterait tout ce que Bill avait fait. Mais en aura-t-elle vraiment le temps ? Le 11 octobre 1980, Marlène a appelé sa sœur et lui a raconté à quel point elle était malheureuse et triste dans son mariage, qu'elle voulait partir, mais aussi qu'elle avait très peur des répercussions de sa décision. Elle a dit qu'elle prévoyait effectivement de divorcer de son mari et a également informé sa sœur de ce que Bill avait fait à Donald. Marlène lui a confié qu'elle avait recueilli tout un tas de preuves contre lui et qu'elle les avait gardées dans un endroit sûr où son mari ne pouvait pas les trouver. Si elle lui a dit ça, c'est tout à fait malin de sa part, c'est pour la prévenir que si jamais il venait à lui arriver quelque chose, qu'il fallait qu'elle transmette ce qu'elle venait de lui dire à la police. Plus tard, le même jour, elle a de nouveau appelé sa sœur. Cette fois-ci, son humeur avait totalement changé, puisqu'elle était extrêmement remontée, parce qu'elle s'était encore une fois pris la tête avec Bill. Après cet appel, Marlène a confié tous ses journaux intimes à son amant, Glenn, en lui disant à lui ainsi qu'à sa sœur que si quelque chose lui arrivait, il devait à tout prix regarder dans son journal, car il y aurait toutes les réponses à leurs questions, en disant bien sûr que ça ne pouvait être que Bill le coupable et qu'il y a suffisamment de choses à l'intérieur pour l'incriminer et le mettre en prison. Parce que la jeune femme est totalement lucide, elle sait très bien que si elle le quitte, potentiellement Bill pourrait s'en prendre à elle. Et puisqu'elle est certaine que s'il lui arrive quelque chose, ça ne peut être que lui le coupable, elle préfère d'ores et déjà prévenir ses proches pour que justice soit rendue. C'est dingue quand même. Elle a eu tout à fait raison puisque cette nuit-là, sans surprise, une nouvelle dispute a encore éclaté au sein du couple qui ne cessait de se déchirer de jour en jour. Glenn, qui je vous le rappelle, vivait sur la propriété, a entendu la dispute, mais est parti faire un tour, sûrement qu'il en avait marre, ne revenant pas avant minuit. Vers 3 heures du matin, Glenn a aperçu Bill, alors naturellement il allait lui parler, lui demandant si tout allait bien suite à la dispute du couple, et au fil de leur discussion, l'homme a finalement demandé où se trouvait Marlène et les enfants, ce à quoi Bill a répondu qu'il ne savait pas où était partie sa femme, que cette dernière s'en était allée durant leur dispute, prenant avec elle les 2 enfants. Sans trop réfléchir, Glenn a cru l'homme sur parole et est parti se coucher en attendant d'en savoir un petit peu plus dans les jours qui suivent, puisqu'il se dit que de toute façon, Marlène finirait par revenir. Toutefois, c'est au bout de 2 jours qu'il a finalement compris que Bill Major lui avait raconté un énorme mensonge et qu'il en savait bien plus que ce qu'il ne le dit sur où pouvait se trouver sa femme. Glenn Saint-Hilaire a découvert que les enfants n'étaient pas du tout avec leur mère et qu'ils n'avaient en plus de ça absolument pas été enlevés par cette dernière. Le soir de la dispute, Bill avait déposé Donald et Lalana chez un voisin à 23 heures et leur avait dit que Marlène avait décidé subitement de s'enfuir avec son amant, Glenn. Sauf que non, il ne s'est absolument pas enfui avec et il le sait mieux que quiconque puisque c'est lui-même. Il est là et il ne sait pas du tout où se trouve Marlène.
La dernière fois qu'il l'avait vu, c'était quand il était parti de la propriété un petit peu avant minuit, lorsque Marlène et Bill étaient en train de se disputer. Alors forcément, Glenn se pose tout un tas de questions. Pourquoi Bill lui avait-il menti sur ce qui s'était passé cette nuit-là? L'homme a vite compris que quelque chose n'allait pas là-dedans. Marlène, en plus de ça, aimait ses enfants par-dessus tout, et dans aucun scénario possible et imaginable, elle aurait abandonné ses enfants avant de s'enfuir. Elle aurait préféré rester avec eux, quitte à devoir rester aux côtés de Bill, son mari violent, que de les laisser derrière elle. Chose d'autant plus troublante, Bill avait non seulement laissé les enfants chez son voisin, mais il leur avait également rendu visite et avait donné aux voisins plusieurs de ses armes à feu, sans aucune raison apparente. Il lui a également vendu son tracteur, lui disant qu'il prévoyait de retourner au Rhode Island, un étrange comportement de la part de quelqu'un dont la femme vient tout de même de s'enfuir et de disparaître dans la nature. Dans les jours qui ont suivi la disparition de Marlène, Bill a appelé le bureau du shérif du comté de Boone et a finalement, enfin, signalé la disparition de Marlène. Il leur a dit qu'ils s'étaient disputés et qu'elle était partie de son plein gré. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Glenn avait également appelé la police et leur avait dit ce qu'il savait, étant totalement préoccupé pour la sécurité de Marlène. Et je vous rappelle que c'était son amant, celui-ci était amoureux d'elle, et voulait donc encore moins qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. Glenn leur a parlé de la façon dont cette dernière lui avait donné tous ses journaux intimes pour les garder en lieu sûr au cas où quelque chose arrivait, et aussi que son mari avait subitement donné ses armes à feu à son voisin, Brice. Lorsque la police a commencé à enquêter sur la disparition de Marlène, les enquêteurs ont découvert qu'elle n'avait rien emporté du tout comme effet personnel, à l'exception de son véhicule, bien sûr, qui lui a servi à s'en aller. Pourtant, son permis de conduire était toujours à la maison, tout comme ses médicaments qui sont sur ordonnance, et normalement, si vous décidez de fuir de votre plein gré, vous prenez au moins vos papiers en cas de contrôle, et vos médicaments, surtout s'ils vous sont vitaux. La police a donc commencé à enquêter plus sérieusement sur sa disparition, en se disant qu'effectivement, il y a tout de même quelque chose qui cloche, et ils ont commencé à fouiller toute la région à la recherche de la jeune femme, mais malheureusement, ils n'ont pas du tout réussi à mettre la main dessus. Marlène Hawkes était complètement introuvable. Bill, de son côté, a peint un portrait bien sombre de sa femme aux forces de l'ordre, ainsi qu'à ses jeunes enfants qui n'étaient, eux, pas du tout en âge de comprendre ce qu'il se passait. L'homme expliquait aux deux jeunes enfants que leur mère n'était qu'une prostituée qui prenait bien trop d'alcool, bien trop de drogue, et qu'elle les avait simplement abandonnés tous les trois. Donald était âgé de 8 ans et Lalana de 4 ans, et lorsque leur mère a disparu, eux ils ne comprenaient rien de la situation, hormis ce que leur père voulait bien leur dire, et donc que leur mère était un monstre qui les avait abandonnés. Quelque chose d'assez traumatisant pour ces pauvres enfants. Eux, ils étaient extrêmement tristes et très remontés et très en colère que leur mère soit partie et qu'ils soient maintenant obligés de rester vivre avec leur père, qui était un homme violent, autant physiquement que psychologiquement. La police qui s'occupait de l'affaire pensait que Marlène était peut-être, effectivement, simplement partie d'elle-même parce qu'elle était malheureuse dans son mariage et que pour elle c'était la seule issue. Les policiers ne savaient pas non plus où chercher pour la trouver, ils avaient épuisé toutes leurs pistes, donc l'affaire était littéralement au point mort. Mais bien que les enquêteurs aient déclaré au grand public qu'ils pensaient que Marlène avait simplement quitté sa maison pendant une dispute, elle n'était juste jamais rentrée chez elle, en réalité, ils continuaient d'enquêter sur deux personnes qui leur semblaient d'intérêt, et pour cause, c'était Bill et Glenn. Dans des cas comme celui-ci, il était très probable qu'un son amant ou son mari puisse être impliqué. Mais là encore, les deux hommes ont tous les deux nié toute culpabilité dans la disparition de Marlène, et puisqu'il n'y avait aucune preuve, à part un petit interrogatoire, ils ne pouvaient rien faire de plus. D'autant que Bill n'était absolument pas coopératif avec les forces de l'ordre, puisqu'il a refusé de passer un test polygraphique lorsque les policiers lui ont demandé de le faire. Et on se demande bien pourquoi il n'a pas voulu passer ce fameux test polygraphique. Au cours des jours suivants, l'homme a vendu toutes ses terres ainsi que ses biens, il a fait ses cartons, et il est parti de manière complètement précipitée, même trop précipitée, ce qui semble extrêmement suspect. Bill et ses enfants ont donc déménagé au Rhode Island,
disant qu'il voulait se rapprocher de ses parents en abandonnant derrière lui le chien de la famille. Bill a donc acheté de nouveau une sorte de bungalow à Pawtucket, qui est une ville qui avait un taux de criminalité extrêmement élevé, donc je ne comprends pas en tant que parent que tu puisses vouloir déménager dans ce genre d'endroit. La moindre des choses c'est de vouloir au moins mettre tes enfants en sécurité. La police, qui continuait toujours d'enquêter malgré le départ de l'homme, a pris les journaux intimes que Glenn leur a remis et qui lui avaient été confiés par Marlène en personne. Les enquêteurs ont commencé à les lire dans l'espoir de découvrir quelque chose qui expliquerait la disparition de cette pauvre femme, et c'est en lisant ces journaux que la police a pensé que son contenu était suffisant pour être le motif de la disparition de la jeune femme. Enfin, pour que vous compreniez mieux, que ce serait surtout un motif suffisant pour Bill d'être impliqué dans la disparition de sa femme. Mais dans leur esprit, ce n'était pas assez pour une accusation de meurtre, d'autant qu'ils n'ont pas pu trouver que Bill avait un lien quelconque avec la disparition de celle-ci. La police voulait alors parler avec les enfants, notamment avec le plus grand, Donald, concernant les allégations d'abus sexuels que Marlène avait faites dans son journal. Des officiers se sont donc rendus au Rhode Island pour l'interroger, ils lui ont parlé, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à avoir beaucoup d'informations de sa part. Après tout, Donald n'était qu'un enfant, il n'a sûrement pas osé trop parler de ce qui s'était passé, et il avait également sûrement peur face aux agents de police ou même des répercussions que ça pouvait avoir, et il a eu raison puisque ce pauvre gosse, lorsque Bill a appris que son fils avait parlé à la police, il a battu ce dernier, l'accusant de donner des informations compromettantes aux forces de l'ordre, alors que finalement ce pauvre gamin n'avait rien dit de bien intéressant. Les abus n'ont évidemment jamais cessé de la part de Bill envers ses enfants malgré la mort de Marlène. Il les amenait d'ailleurs régulièrement travailler avec lui, ou même là-bas, il les maltraitait. Il s'en fichait qu'il y ait des gens qui voyaient qu'il était maltraitant avec ses enfants. Pour lui, c'était finalement quelque chose de normal. Un petit peu plus d'un an après la disparition de Marlène, le 29 novembre 1981, un chasseur est tombé sur une partie d'un crâne. Le crâne semblait avoir été coupé de son corps par un objet pointu et il y avait également une blessure par balle. De plus, sa mâchoire avait été enlevée et il n'y avait donc aucune dent présente, rendant impossible l'identification. Tiens, comme par hasard, ça me rappelle le plan d'un certain Bill. Et c'est fou parce que ce crâne a tout de même été découvert à environ 1 km de la propriété de Bill, sur la propriété appartenant à la famille Waller. Une propriété que Bill connaissait très bien puisqu'il y avait travaillé à plusieurs occasions. Malheureusement, ce crâne n'est pas identifiable. La seule chose qu'il croyait était que la victime aurait été une femme blanche âgée d'une trentaine d'années. Ça ressemble également un petit peu à Marlène, ça a été trouvé à 1 kilomètre de chez elle. Bref, ça commence à faire beaucoup, mais malheureusement, à cette époque, en 81, la science ne pouvait pas faire grand chose pour eux. Les autorités ont donc déterminé que la victime était morte de plusieurs blessures par balle et qu'il y avait des preuves que la victime avait été démembrée, mais il n'avait rien de plus. Même si le crâne était situé extrêmement proche de la propriété de Bill, la police n'a pas pu être en mesure de déterminer si le crâne appartenait à Marlène ou non. Marlène est donc restée une personne disparue et l'enquête n'a plus du tout avancé depuis déjà plusieurs mois et malheureusement pour encore de longues années à venir. Quelques mois seulement après la disparition de Marlène, donc en 1981 et avant que ce fameux crâne soit découvert, Bill a épousé une autre femme nommée Pauline. L'homme n'a pas du tout perdu de temps. Heureusement, elle était une belle-mère très gentille et accueillante avec les 2 enfants. Ils s'entendaient tous bien, donc tout se passait à merveille. Mais ce bonheur n'a malheureusement été que de courte durée, encore une fois, puisqu'en 1984, Pauline a découvert que son mari, Bill, maltraitait les enfants. Ils étaient venus tous les 2 se confier à elle, en expliquant que Bill avait dit qu'il n'hésiterait pas à un seul instant à les tuer si jamais il venait à signaler ses abus. Ils étaient complètement terrifiés par leur père et avaient besoin de se confier à quelqu'un, en espérant que leur belle-mère serait en mesure de mettre un terme au comportement horrible de leur père. Pauline, elle, bien sûr, qui était une femme douce et bienveillante, était complètement consternée par ce qu'elle avait appris et n'a pas hésité à confronter son mari par rapport à tous ses abus.
Après une dispute, Bill a promis qu'il ne recommencerait plus, mais comme toujours, tous ces abus ont rapidement recommencé. Dès qu'elle s'est rendue compte qu'il ne fallait pas les enfants seuls avec lui, Pauline est allée voir la police et a dénoncé Bill et a dit tout ce qu'il avait fait aux enfants, enfin du moins tout ce que les enfants lui avaient raconté. Quelques jours après ce signalement, Bill a eu une confrontation avec sa fille de 8 ans, Lalana. Selon les déclarations de l'enfant au policier, il aurait pointé une arme sur elle et l'aurait averti de garder la bouche fermée. Sous-entendu, si tu parles, je te tue. Je vous rappelle que d'une part, cet enfant était tout de même sa fille, et en plus de ça, qu'elle n'avait que 8 ans. À quel moment tu pointes une arme sur quelqu'un, mais encore plus sur ton enfant de 8 ans. C'est quelque chose de complètement traumatisant. Bill Major a heureusement finalement été condamné en 1985 à une peine de 15 ans de prison, mais suite à une bonne conduite, il n'a purgé que 10 ans de sa peine. Lorsqu'il a été libéré en 1996, il a été ramené au Kentucky sur une détention du comté de Boone, car il avait été accusé d'avoir agressé son fils, Donald, il y a plusieurs années. Bill n'a malheureusement jamais été inculpé parce qu'il n'avait pas assez de preuves, et aussi à cause du délai de prescription. Dès que Bill a été reconnu coupable en 1985, Donald et Lalana ont emménagé chez la mère de Marlène, Lorraine Hawkes, qui elle aussi vivait dans le Kentucky. Elle et son mari ont pu donner aux enfants un environnement familial sain, aimant, une vie libre de leur père violent où les enfants pouvaient enfin s'épanouir. Et il était temps, puisque ces pauvres gosses, entre la disparition de leur mère, la pauvreté et les violences de leur père, n'avaient connu que l'horreur depuis leur naissance. En vieillissant, Lalana est devenue une jeune adolescente curieuse et notamment très intriguée quant à la mystérieuse disparition de sa mère. Et c'est tout à fait normal, la jeune fille s'est construite en ayant un père qui lui a dit que sa mère l'avait abandonnée lorsqu'elle était enfant, et maintenant, en grandissant, elle veut en savoir plus, elle veut comprendre les choses. Elle a commencé à creuser sur la disparition de sa mère, à lire de vieux articles et à parler justement à sa grand-mère, Lorraine, de ce qui s'était passé il y a toutes ces années. Mais lorsqu'elle en a parlé à sa grand-mère, Lalana a été choquée d'entendre Lorraine dire que de son côté, elle avait toujours cru, elle avait toujours été persuadée que c'était Bill qui avait tué sa fille. Lorraine n'avait bien entendu aucune preuve de ce qu'elle avançait, mais elle savait, au fond d'elle, c'était un sentiment très puissant, que sa fille ne serait pas du tout partie comme ça du jour au lendemain, encore moins en laissant ses 2 enfants derrière elle, sans donner de nouvelles, ni même à elle, sa propre mère. Et c'est pour ça que pour elle, c'était sûr et certain. Bill avait forcément tué sa fille, mais elle ne savait pas comment le prouver. À un moment donné, Lalana a décidé de confronter son père au sujet de la disparition de sa mère. Après tout, lui aussi lui devait des réponses. Marlène était partie depuis des années et elle avait le droit de savoir à présent ce qui s'était réellement passé cette nuit-là, puisque ce n'était plus une enfant. Alors, lors de sa confrontation, elle a dit à son père qu'elle voulait connaître l'emplacement des restes de sa mère afin qu'elle puisse l'enterrer correctement, et que si jamais il lui avouait où sa mère se trouvait, elle a promis, elle a juré qu'elle ne ferait jamais appel aux autorités à ce sujet, qu'elle voulait simplement pouvoir se recueillir sur la tombe de sa mère. Et son père lui a alors dit ceci. « Si tu penses ne serait-ce qu'à un seul instant que je vais te dire où ta mère est enterrée, sache ma pauvre fille que tu es complètement folle. » Lalana a alors compris à cet instant que son père n'allait jamais l'aider à découvrir la vérité. Elle a donc continué à enquêter seule de son côté, tout en se disant que, effectivement, son père était peut-être impliqué dans la mort de sa mère. Lorsque la jeune femme a atteint l'âge de 20 ans, la police du comté de Boone lui a permis d'accéder au dossier de sa mère afin qu'elle puisse un petit peu plus en savoir et enquêter de son côté. Elle a commencé à interroger des témoins dans l'espoir d'apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être que quelqu'un se souvenait de quelque chose d'autre, mais malheureusement il n'y a rien eu de plus. Elle a également eu accès au journal intime de sa mère, voyant alors le passage sur son frère, Donald, qui avait été abusé par son père. Marlène avait appris de son propre fils que l'abus se passait depuis environ 4 ou 5 ans à ce moment-là. Marlène avait d'ailleurs écrit ce qui suit. « Il a essayé de cacher ce qu'il faisait, mais je sais ce que j'ai vu. À présent, je suppose que je suis morte à l'intérieur. » Marlène avait également découvert à un moment donné de leur mariage
que son mari avait été reconnu coupable en 1975 d'avoir agressé 2 garçons. En effet, 2 garçons s'étaient manifestés et avaient affirmé que Bill les avait agressés sexuellement, tout comme il a fait avec ses enfants, finalement. Tout ce que Marlène avait écrit dans son journal était ce qu'elle avait espéré utiliser comme preuve contre son mari dans la future bataille judiciaire qui devait arriver, le divorce. Lana a découvert qu'au fil des ans, la police avait soumis des dossiers dentaires de Marlène à divers organismes car il y avait eu plusieurs affaires où des femmes décédées avaient été découvertes et qui correspondaient plus ou moins à la description de Marlène. Malheureusement, aucune de ces femmes n'était Marlène. Dans sa petite enquête, Lana a rapidement découvert le crâne avec le trou de balle et les dents manquantes qui avaient été découvertes près de son ancienne maison en novembre 1981. À ce moment-là, elle s'est dit bingo, il y a sûrement quelque chose à faire avec cette partie du crâne, tout semble concorder. C'était peu de temps après la disparition de ma mère, c'est proche de mon ancienne maison, donc il faut que j'aille sur place pour voir si je peux trouver d'autres indices. Elle s'est donc rendue à la ferme des Waller et a commencé à fouiller toute la région dans l'espoir de trouver des réponses. Mais encore une fois, cette dernière est rentrée bredouille, n'ayant rien découvert de plus que ses prédécesseurs. C'est lors de l'année 2001 que Lana a soumis un échantillon de son ADN dans l'espoir qu'un test ADN mitochondrial pourrait être effectué sur le crâne non identifié découvert en 1981. Malheureusement, le test coûterait au comté plus de 20 000 $, ce que le comté a complètement refusé de payer car il pensait que c'était bien trop cher. Il me semble que c'est quand même l'argent des impôts, je ne suis pas sûr, j'ai pas envie de dire de bêtises. En tout cas, voilà, pour le comté, ça faisait quand même cher de débourser 20 000 $ pour simplement faire un test, alors qu'il avait tout de même peu de chance du résultat concret. Ça pouvait être le crâne de n'importe qui. Mais la famille de Marlène était déterminée à savoir si le crâne était celui de Marlène ou non, au point où la sœur de Marlène était prête à utiliser son propre fonds de retraite pour payer le test. Heureusement, elle n'a pas eu besoin de le faire puisque finalement, le comté a décidé d'accepter de payer les frais pour ce test et il a enfin pu être fait. Et le comté peut être fier de lui puisque d'une part, même si ça avait échoué, ils ont quand même aidé une famille à avancer dans une enquête judiciaire. Et en plus de ça, lorsque le crâne a finalement été testé, il s'est avéré que Lana et ce fameux crâne étaient bel et bien liés. Ce qui signifie que le crâne retrouvé en 1981 a officiellement pu être identifié comme étant celui de Marlène Hawkes et une enquête allait pouvoir être lancée. D'une part, ce n'était plus une disparition, on allait enfin pouvoir arrêter de chercher entre guillemets Marlène Hawkes. On savait que celle-ci était décédée, depuis quand environ, puisque le crâne avait été découvert en 81, et potentiellement en relançant l'enquête, on allait enfin savoir ce qui lui était arrivé. Lana avait l'impression, et à juste titre, de pouvoir enfin se rapprocher de la vérité en ce qui concerne la disparition de sa mère. Elle savait à présent déjà avec certitude que sa mère ne les avait absolument pas abandonnés et qu'au contraire qu'elle avait probablement été assassinée. En 2001, le père de Bill Major, qui s'appelle James, s'est rendu au poste de police et a déclaré que lorsque son fils avait été en prison en 1996, ce dernier lui aurait avoué le meurtre de sa femme, Marlène, au téléphone. James, au bout du fil, avait exprimé son dégoût lorsque son fils lui avait exprimé le meurtre, mais malheureusement il n'a rien pu faire de plus, puisque la prison, à cette époque, n'enregistrait pas encore les appels téléphoniques, ou du moins n'avait pas enregistré 7 appels téléphoniques, et il n'y avait donc aucune preuve, finalement, pour inculper Bill. Ce n'était que la parole de James face à celle de son fils, et donc la déclaration du père n'était clairement pas suffisante à elle seule, d'autant que la police savait qu'il y avait d'importants antécédents entre le père et le fils, beaucoup de disputes, de haine, de rancune entre les deux, et donc face à un tribunal, forcément ce ne serait pas passé la parole de l'un contre de l'autre, puisqu'il se serait dit qu'il a tellement d'antécédents et de biais entre les deux qu'il ne voulait pas prendre le risque d'enfermer un homme qui n'avait peut-être rien fait. Mais lorsque cette enquête a pu être lancée, un petit peu plus tard, la police s'est rendue jusqu'en Nouvelle-Écosse pour demander à James s'il pouvait appeler Bill, son fils, afin qu'ils obtiennent un enregistrement de lui parlant du meurtre. James, qui voulait depuis bien longtemps dénoncer son fils et que celui-ci se retrouve encore une fois derrière les barreaux,
a été extrêmement coopératif avec les forces de l'ordre, au point de même lui-même suggérer d'y créer une histoire de couverture à pouvoir raconter à son fils. Et son histoire était qu'il mourrait bientôt et qu'il ne lui restait que très peu de temps à vivre. Bon, c'était faux bien sûr, mais James pensait que cela pourrait potentiellement amener son fils à se confier un petit peu plus à lui. James a alors appelé son fils, il a mis tout le plan à exécution, et la police espérait bien sûr que ce plan fonctionne comme prévu, mais cependant, il a répondu de manière évasive aux questions de son père, et lui disant même qu'il avait l'impression, ce petit sentiment, que quelqu'un essayait de le piéger, que quelqu'un essayait de lui faire dire des choses pour pouvoir l'utiliser contre lui. Et bien qu'au fur et à mesure que la conversation se poursuivait, qu'il commençait à parler de plus en plus de l'affaire, malheureusement ces déclarations n'ont pas servi à grand chose, la police n'a pas pu être en mesure de l'arrêter pour le meurtre, parce qu'il n'y avait rien de si intéressant que ça durant cet appel. C'était un bon essai, mais malheureusement, qui a échoué. Mais je vous rassure, c'est contre toute attente, personne ne s'y attendait, qu'en 2001, Bill Major a été placé en garde à vue. L'homme n'a pas attendu longtemps avant de commencer à poser des questions sur l'enquête, et même si Bill a lu ses droits et qu'il a répondu qu'il comprenait très bien les droits qu'on lui avait cités, il a commencé à faire des déclarations incriminantes. Incriminantes pour lui-même. L'homme a parlé au détective Jack Banks de ce qui s'était passé la nuit du meurtre de Marlene Hawkes. Celui-ci a déclaré que dans la nuit du 11 octobre 1980, donc le jour où elle a disparu, lui et sa femme s'étaient disputés alors qu'ils étaient assis dans sa Ford Pinto. Marlene aurait pointé subitement une arme sur lui au cours de la dispute, alors il a essayé de lui enlever l'arme et elle a commencé à lui crier dessus. Bill aurait subitement eu très peur de la situation et a commencé à tirer avec l'arme jusqu'à ce qu'elle soit vide. Et quand il est revenu à sa raison, il s'est rendu compte qu'il avait tué Marlene. Oups! Il a laissé son corps dans la voiture et est allé à la roulotte pour récupérer les enfants et les amener chez les voisins pour la nuit. Bill a ensuite emmené la Ford Pinto à la ferme Waller et y a jeté le corps de sa femme dans un trou. Il l'a recouvert de tout ce qu'il trouvait par terre, des détritus, des feuilles, bref, tout ce qu'il peut y avoir par terre, et d'un morceau de clôture enroulé, jetant également le pistolet dans un étang. Ensuite, tout en poursuivant sa petite déclaration au policier, il a dessiné une carte à la police pour que celle-ci puisse trouver les restes de Marlene. L'homme a déclaré aux enquêteurs qu'il ne ressentait aucun remords pour avoir tué Marlene et qu'il ne l'avait pas dit pendant tant de temps puisqu'il espérait pouvoir s'en sortir sans jamais faire face à ses responsabilités. L'enquête a donc pu se poursuivre, mais malheureusement, malgré la confession de Bill et la carte qu'il avait dessinée pour eux, ils n'ont jamais réussi à trouver les restes de Marlene, ni l'arme peu d'ailleurs. Bill a dit à la police que lorsqu'il a tiré sur Marlene dans la voiture, il lui a tiré environ 6 fois dessus, 4 fois au niveau du corps et 2 dans la tête, et il a osé déclarer aux policiers qui étaient en face de lui à quel point il était fier, mais fier, puisque les 6 balles qu'il avait tirées se trouvaient dans un groupe serré, disant donc qu'il était un excellent tireur, puisque les balles n'étaient pas parties un petit peu dans tous les sens. Je ne comprends pas à quel moment cet homme s'est dit que ça allait être malin, même très moral, que de se vanter d'avoir un très bon jeu de tir, alors qu'il parle tout de même de la mort de sa femme et de la mère de ses 2 enfants. En tout cas, l'affaire de Bill Major a été jugée au tribunal de circuit de Boone 2 ans plus tard, en juillet 2003. Il était âgé de 59 ans à ce moment-là, et était depuis en fauteuil roulant à cause d'un AVC qu'il avait déjà subi auparavant, en 1995, et malheureusement les répercussions se font dans le temps, et depuis, il était en fauteuil roulant. Alors évidemment, il ne faut jamais se réjouir d'un handicap ou du malheur de quelqu'un, mais dans le cas de Bill, est-ce vraiment déplacé de se réjouir de ce malheur? Je ne pense pas. La défense de l'homme, en tout cas pendant son procès, était que son AVC l'avait rendu complètement sénile, qu'il délirait et que c'est pour ça qu'il avait fait cette déclaration. Son avocat, Edward Drennen, a déclaré au tribunal que la confession de Bill Major ne devrait pas du tout être incluse dans le procès
parce que l'AVC avait complètement brouillé sa mémoire. Bah tiens, ça l'arrange bien. Il a également suggéré que Bill avait agi par détresse émotionnelle extrême parce qu'il était jaloux de la relation entre Marlène et Glenn. Sauf que je vous rappelle tout de même que je vous ai dit au début de cette affaire que c'était Bill lui-même qui avait poussé Marlène dans les bras de Glenn. Alors certes, après elle était tombée amoureuse, bon voilà, c'est les choses de la vie. Mais c'est quand même toi qui les as poussés dans les bras de l'un de l'autre, donc au bout d'un moment, faut pas non plus se plaindre. Donald Hawkes, le fils du couple, a témoigné lors du procès, et il a servi un témoignage glaçant à toute la cour. Lors de ce procès, il a témoigné de comment son père l'avait abusé sexuellement tous les jours avant le meurtre de sa mère, puis encore plus tard au Rhode Island. C'était d'ailleurs l'abus que Marlène Hawkes avait mentionné dans son journal lorsqu'elle avait décidé de prendre les enfants avec elle et de quitter son mari pour de bon. Il a également témoigné qu'il avait vu ses parents se disputer au sujet des abus dont Marlène avait elle-même été témoin. Il a déclaré au tribunal qu'après que la police ait d'ailleurs tenté d'interroger lorsqu'il était au Rhode Island et qu'il n'était encore qu'un pauvre enfant, Bill l'avait agressé et l'avait accusé de donner des informations à la police. Donald a déclaré que lorsque sa mère avait disparu, son père lui avait dit à lui ainsi qu'à sa sœur que leur mère n'était qu'une prostituée avec une forte dépendance à la drogue et à l'alcool, et que la drogue et l'alcool étaient bien plus importants pour elle que ses propres enfants. Bill avait même interrogé Donald à l'époque, lui demandant s'il avait vu ou entendu quelque chose la nuit où Marlène avait disparu. Lana, de son côté, a également pris position et a détaillé les abus sexuels qu'elle avait également subis après avoir déménagé au Rhode Island. Elle se souvient très bien des disputes entre ses parents au sujet des abus de son frère et a raconté au tribunal comment son père l'avait, à de multiples reprises, menacé de mort et a également parlé de la façon dont son père avait été arrêté pour abus sexuels alors qu'ils vivaient tous ensemble dans le Rhode Island. James Major a lui aussi témoigné contre son fils, ça commence à faire beaucoup, et a parlé au tribunal des nombreuses fois où son fils avait déjà, au cours de sa vie, été arrêté par les forces de l'ordre. Son père a parlé de la façon dont la deuxième femme de Bill, Pauline, avait choisi de divorcer après l'avoir jeté en prison pour maltraitance d'enfants. Le témoignage de James Major a également mis en lumière d'autres détails importants de la vie de Bill. Ce dernier, il avait déjà un autre enfant issu d'une autre jeune femme, sauf qu'il l'avait finalement abandonné et ne l'avait pas du tout aidé financièrement. La pauvre femme se retrouvait en protection sociale en essayant de s'occuper tant bien que mal de l'enfant alors qu'elle aussi était dans une situation extrêmement précaire. Bill Major avait eu 2 mariages ratés et s'était marié une 3e fois à une femme nommée Claire Bailey, une monitrice de bus. L'homme lui avait évidemment menti sur la raison pour laquelle il était derrière les barreaux, déclarant qu'il avait simplement été arrêté pour vol à main armée, s'épargnant bien de dire qu'il avait été arrêté pour avoir agressé de pauvres enfants. Quoi qu'il en soit, le procès de Bill Major a finalement pris fin le 28 juillet 2003, et après seulement 43 minutes de délibération, le jury a annoncé un verdict de culpabilité. Et très honnêtement, ça doit faire bientôt 3 ans que je vous raconte des affaires criminelles sur YouTube, et des années que j'en vois partout, et je crois que c'est la première fois que je vois une délibération qui dure 43 minutes. C'est extrêmement court, c'est rien du tout. Les jurys savaient et le voulaient coupable, et voulaient le voir derrière les barreaux. Bill Major a donc été condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité, ayant été reconnu coupable de meurtre ainsi que d'altération de preuves. Marlène Hawkes a finalement pu être enterrée et Lorraine, sa mère, a parlé aux journalistes de la difficulté de toutes ces années ne sachant pas où avaient été les restes de sa fille. Encore plus difficile, c'était finalement de découvrir que le crâne de Marlène était là, posé dans un laboratoire médico-légal depuis déjà des années, alors que son identité était restée inconnue. Ce fut un soulagement de savoir qu'elle n'était plus une Jane Doe et qu'il y avait enfin une justice pour le meurtre de Marlène. Bill, de son côté, a tenté de faire appel de sa condamnation, déclarant que les autorités avaient commis plusieurs erreurs. Il a déclaré dans son appel que le tribunal n'aurait pas dû autoriser les preuves de caractère qui montraient qu'il avait abusé sexuellement et physiquement ses 2 enfants, ou encore de faire mention de ses 2 mariages, ou encore de l'abandon de l'enfant,
ou du fait qu'il avait été en prison pour maltraitance d'enfants. Selon lui, eh bien, il a fait valoir que ces choses n'avaient été mentionnées que pour diriger le jury contre lui, de sorte à ce qu'il serait dans tous les cas accusé de meurtre. Le tribunal a de son côté fait valoir que les preuves présentées au tribunal, y compris les témoignages de Donald et de la Lana, étaient vitales pour l'affaire, pour que l'on puisse tout comprendre, que le jury sache le passé de l'homme, la situation familiale, et ce qui aurait pu effectivement mener au meurtre de Marlène. C'était pour eux tout à fait logique et normal que tout ceci soit dit devant le jury. Malheureusement, la condamnation de Bill a malgré tout été annulée en 2005 et une nouvelle date de procès a été fixée. Mais pas de chance pour lui, comme c'est déjà arrivé, bien qu'il ait obtenu un nouveau procès en espérant, bien sûr, sortir libre de celui-ci, eh bien le jury de ce nouveau procès l'a une fois de plus condamné pour meurtre. Se voyant de nouveau condamné à perpétuité, mais cette fois-ci avec possibilité de libération conditionnelle, mais je vous rassure, il s'est vu refuser cette fameuse libération conditionnelle en 2011 et il est décédé quelques années plus tard, le 15 octobre 2017, en prison. Après toute cette affaire, la Lana et Donald n'ont plus jamais eu de contact avec leur père. De toute façon, ils avaient grandi et avaient enfin eu droit à une enfance heureuse auprès de leurs grands-parents. Et ils ont évidemment essayé d'aller de l'avant avec leur propre vie, tout en gardant un maximum de discrétion malgré la couverture médiatique du meurtre de leur mère et du procès de leur père. Ils avaient tous les deux laissé tomber leur nom de famille, Major, il y a déjà bien des années, puisque la Lana avait pris le nom de famille Brumble, tandis que Donald a pris le nom de jeune fille de sa mère, Hawks. Donald a déménagé dans l'état de Washington et la Lana travaille comme directrice dans un magasin de beauté, du moins lors de nos dernières updates de ces deux enfants. Et j'espère qu'ils ont pu trouver la paix et avoir une vie belle et heureuse. Qu'ils ont pu réussir, s'ils le souhaitaient, à fonder leur famille, à avoir de belles histoires d'amour et à surmonter tous leurs traumas que leur père a suscité en eux, puisque entre la disparition de leur mère, à grandir pendant de longues années en pensant que celle-ci les avait abandonnés, avec un père qui était violent physiquement, psychologiquement et sexuellement, ça devait vraiment être très dur pour se construire correctement. Et heureusement déjà que leurs grands-parents maternels ont pu prendre leur lait lorsque ce dernier a été en prison. Heureusement que sa deuxième femme, Pauline, était là pour pouvoir justement mettre Bill derrière les barreaux. Finalement, ils ont eu, entre guillemets, une bonne étoile dans leur énorme malheur. Et j'espère réellement et sincèrement qu'ils ont pu avoir une belle vie et se reconstruire comme il se doit après tous les drames qu'ils ont vécus. Tia Sharp était une jeune fille née le 30 juin 2000 à Croydon, dans le sud de Londres. Ses parents, Natalie Sharp et Stephen Carter, se sont malheureusement rapidement séparés puisque Stephen a quitté le foyer avant même que la petite fille naisse. Ce dernier n'a jamais voulu être présent dans la vie de l'enfant, considérant qu'il vaut mieux un père absent que mal aimant. C'est une façon de voir les choses. Tia a donc été élevée par sa mère, Nathalie, qui a largement été soutenue par sa propre mère, Christine. Les deux femmes s'occupaient de l'éducation de Tia et faisaient leur maximum pour pallier au manque d'un père. En 2012, Tia, qui était âgée donc de 12 ans, était une enfant assez petite pour son âge. Alors qu'elle entrait dans l'adolescence, on pouvait facilement la confondre avec une enfant de 9, voire 10 ans. Mais bien que la petite ne mesurait pas plus d'1m30 de haut, eh bien elle n'en avait pas pour autant une moins grande personnalité puisqu'elle était très solaire, rayonnante et on la voyait partout. Mais malgré tout, si Tia semblait joyeuse, solaire, une enfant qui avait des rêves plein la tête, lorsqu'elle était à la maison, tout ne semblait pas se passer aussi bien. Si on le sait, c'est notamment puisque lors de l'année 2008 ainsi que durant l'année 2011, des policiers ont contacté les services sociaux pour faire part de leurs préoccupations concernant le bien-être de l'enfant après que des allégations d'abus de drogue et de violences domestiques aient été faites contre la famille. Les services sociaux ont également été contactés une troisième fois, cette fois-ci en 2010, après que la mère de Tia ait donné naissance au petit frère de celle-ci.
Malheureusement, toutes les tentatives pour aider l'enfant n'ont mené à rien. Alors, est-ce que finalement, lorsque les travailleurs sociaux sont arrivés sur place, et ils ont remarqué que la situation n'était pas si pire que ça, ou est-ce vraiment un manqué de leur part? Ça, malheureusement, on ne le sait pas vraiment. Ce qui est certain, c'est que la vie de Tia n'a clairement pas toujours été stable, alors qu'il est vrai que pour un enfant, c'est toujours mieux d'avoir un cadre stable, protecteur, où l'enfant peut grandir en toute sérénité. En 2003, alors que Tia n'avait que 3 ans, sa mère, Nathalie, avait rencontré un homme du nom de Stuart Hazel dans un pub du sud de Londres, où sa mère, Christine, travaillait. Nathalie et Stuart ont eu une très brève aventure qui n'a duré que 2 semaines avant que leur chemin ne se sépare, mais durant un temps seulement, puisque 4 ans plus tard, Stuart est revenu dans sa vie lorsqu'il a commencé une relation avec la mère de celle-ci, donc Christine, et je vous le rappelle, celle-ci est donc la grand-mère de Tia. Je préfère faire quelques rappels pour ceux qui ne suivent pas attentivement, on ne sait jamais. Christine, elle, donc la grand-mère de Tia, qui est la mère de Nathalie, connaissait le passé criminel de Stuart, elle savait très bien que ce dernier avait déjà purgé une peine de prison, ayant été reconnu coupable d'infractions graves. Mais ce détail ne l'a pas dissuadé pour autant de poursuivre une relation avec lui, ni même le fait qu'il ait fréquenté sa fille quelques années plus tôt. Concernant son passé criminel, ce dernier comprenait des condamnations pour agression commune aggravée à caractère racial, qui s'était déroulé en 2002, ainsi qu'un trafic de cocaïne en 2003, et possession d'une machette dans un lieu public en 2010, pour laquelle cette fois-ci il a été emprisonné pendant 12 mois. Nathalie, de son côté, n'était absolument pas dérangée par la relation entre son ancien amant et sa mère, et aurait même été heureuse de savoir Stuart à la maison, déclarant que ce dernier était doux, amical et très gentil, que ce soit avec sa mère, avec elle ou même avec sa fille. Stuart Hazel a rapidement déménagé dans la maison de Christine Bicknell à Croydon, une semaine seulement après qu'ils aient commencé à sortir ensemble en 2007. Toutefois, la relation, semblait rouler à merveille, ils s'étaient très bien intégrés dans la famille, donc après tout, pourquoi pas. Mais bien que l'homme semblait bon sous tout rapport, affectueux, joueur avec les enfants, qui aide aux tâches ménagères, il n'a pas pour autant abandonné sa vie criminelle, qui s'est poursuivie malgré tout. Cependant, hormis cette part sombre de lui, Tia adorait Stuart, et le voyait même comme son grand-père. Elle le considérait de la sorte puisque c'était le copain de sa grand-mère et qu'il était tout le temps présent. Il a été là une grande partie de sa vie, donc elle le considérait comme ça. Et suite à cette relation, l'enfant passait beaucoup de temps chez sa grand-mère et Stuart, notamment parce qu'il avait droit à sa propre chambre avec une PlayStation. Christine travaillait souvent de nuit, donc la majorité du temps, Tia passait tout son temps seule avec Stuart, ce qui ne la dérangeait pas puisque encore une fois, elle l'adorait. En août 2012, Nathalie a donné la permission à sa fille de recevoir 3 de ses amis afin de faire une soirée pyjama, mais à la place, Tia a préféré aller chez ses grands-parents pour passer du temps avec eux. Ce qui montre encore une fois à quel point elle aimait être chez eux, à quel point elle s'y sentait bien et qu'elle leur faisait confiance. L'enfant était tellement excitée qu'elle a envoyé des messages à ses grands-parents pour leur dire qu'elle allait venir dormir chez eux et expliquer tous les projets qu'elle avait prévus. Stuart a toutefois répondu que Christine avait un quart de nuit, donc qu'elle travaillerait, qu'elle ne serait pas présente, mais que ça ne le dérange pas. Lui, comme à son habitude, il était d'accord pour passer la nuit avec elle à la maison, c'est même avec plaisir. C'est donc naturellement que le 12 août 2012, Nathalie a déposé Tia dans le train qui lui permet d'aller chez ses grands-parents qui se situent à 8 km de chez elle, donc c'est vraiment pas loin. En plus Tia, malgré qu'elle soit toute petite, elle a tout de même 12 ans, elle est relativement autonome, elle peut largement prendre un train toute seule pour rejoindre ses grands-parents. Lorsqu'elle est arrivée, Tia, accompagnée de Stuart, sont allés faire quelques courses pour les prochains jours et ont d'ailleurs été vus par les caméras de surveillance, que ce soit dans le bus ou encore à l'intérieur du magasin. La journée s'est bien déroulée, finalement comme à chaque fois que l'enfant était chez ses grands-parents, il n'y a rien à dire sur cette journée. Christine, la grand-mère de Tia, a appelé son conjoint, Stuart, dans la soirée, alors qu'elle était en pause durant son travail pour prendre des nouvelles,
savoir si lui il allait bien et si la petite aussi. Durant la conversation, Stuart lui a dit qu'il venait de préparer le dîner et qu'elle pouvait d'ailleurs entendre Tia rire en fond puisqu'elle était en train de jouer à la console. Toujours cette soirée-là, Stuart a envoyé un SMS à Christine à 22h12 disant ceci. Tia va se coucher après Family Guy, puis c'est moi qui irai me coucher. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Tia a regardé la fin de sa série et elle est allée se coucher et l'homme y est allé également. La nuit se passe et au petit matin, c'est donc le 3 août, Christine rentre chez elle après sa nuit de travail. Et en arrivant, Stuart lui explique que Tia, elle est partie en ville afin de voir une amie, de faire 2-3 courses et ça n'a étonné personne. Encore une fois, Tia est âgée de 12 ans. À cet âge-là, on commence tous plus ou moins à sortir accompagnés de nos amis dehors sans forcément avoir la compagnie d'un adulte. La journée s'est déroulée mais étrangement, à 18h, Tia n'était toujours pas revenue, de quoi grandement inquiéter ses grands-parents, se demandant pourquoi elle était sortie depuis si longtemps. Christine a donc appelé sa fille, Nathalie, qui est la mère de Tia, pour lui demander si, à tout hasard, elle était venue chercher sa fille. Et la panique s'est alors installée lorsque Nathalie lui a dit qu'elle ne l'avait pas vue de la journée et qu'elle n'avait pas eu de nouvelles d'elle non plus. Inquiets, Nathalie, Christine et Stuart, chacun dans une voiture, sont allés fouiller tous les environs au cas où elle serait dans la rue, en train de jouer avec un ami. Mais malgré cette fouille, malgré qu'ils soient 3 dans 3 véhicules différents et qu'ils aient fait tous les environs, les heures sont passées et à 22h ce soir-là, l'enfant était toujours introuvable. Ils se sont donc résignés à aller voir les forces de l'ordre. Et même si c'est l'une des premières choses qu'ils auraient dû faire, vaut mieux tard que jamais. Dans toute cette affaire, puisque Stuart était la dernière personne à l'avoir vu, il est naturellement devenu une personne d'intérêt pour la police, d'autant plus que officiellement il ne fait pas partie de la famille. Même si tout le monde le considère comme de la sorte, les faits sont que ce n'est pas le cas. La maison mitoyenne de Christine et Stuart a immédiatement été fouillée, étant donné que c'était le dernier endroit confirmé où Tia avait été vue. Les forces de l'ordre ont passé une semaine à fouiller des centaines d'heures de vidéosurveillance et au moins une douzaine d'agents avec des chiens ont fouillé la maison à de multiples reprises. La police n'a rien trouvé qui puisse les aider, à part le téléphone de Tia qui a été retrouvé dans sa chambre. Évidemment, ce détail a surpris les policiers. Ils se demandaient pourquoi serait-elle partie sans son téléphone, alors même c'était en 2012. À cette époque, on commençait déjà tous à être accros à nos téléphones, à ne jamais sortir sans son portable, mais ils ont supposé qu'elle venait probablement de l'oublier. Effectivement, ça arrivait beaucoup plus à l'époque que maintenant. Mais à part ce téléphone, il n'y a absolument rien concernant Tia. La disparition de l'enfant de 12 ans a évidemment rapidement été ébruitée à travers tout le pays. Sa famille a imprimé des t-shirts, créé des affiches, ainsi que des bannières recouvertes du visage de Tia pour faire connaître sa disparition à tous ceux qui auraient loupé l'information. Les personnes vivant dans les environs se sont tous montrées solidaires puisque des centaines de personnes se sont portées volontaires pour aider à la recherche et malgré tout, 4 jours plus tard, il n'y avait toujours aucun signe de Tia. C'est vraiment étrange puisque personne ne comprend où elle est partie. Et pourtant, plus de 800 heures de vidéos de caméras surveillance ont été recueillies pour essayer de suivre à la trace les pas de Tia de la maison de ses grands-parents à la ville. Et à la plus grande surprise de tout le monde, aucune, mais vraiment aucune des caméras, des bus, des tramways ou encore des magasins qui sont sur le chemin supposé de Tia n'a capturé cette dernière le 3 août. Ils ont également vérifié les images du centre commercial et là encore, aucune image de Tia, l'enfant a complètement disparu des radars. Néanmoins, la police avait encore des raisons de croire que l'enfant avait quitté la maison ce jour-là, car le voisin de Stuart et de Christine a confirmé qu'il l'avait vu quitter la maison. Donc si quelqu'un d'autre l'a vu en dehors de Stuart, qui en plus de ça n'a rien à voir avec cette famille, c'est que probablement la petite fille est bel et bien partie. Mais alors, où est-ce qu'elle est allée? Puisque personne ne l'a vue à part ce voisin, à part les dires de Stuart, et il n'y a aucune caméra de surveillance qui montre l'enfant. C'est vraiment un mystère, et ça rend littéralement fou tout le monde à cette période. Stuart, quant à lui, sentait bien que la police ainsi que le grand public
le traitait peu à peu comme un suspect et le surveillait de très près. Que son ressenti soit bon ou non, après 6 jours sans nouvelles de l'enfant, il a décidé de faire un court passage télévisé, une sorte d'interview, afin de se dédouaner. Le 9 août 2012, il s'est alors déclaré innocent dans le cadre de la disparition de Tia, demandant également le retour en toute sécurité de cette dernière à la personne qui la retient. Une fois l'interview terminée, la police a fait appel à un expert en PNL, en langage corporel, pour examiner les images d'entrevue pour voir s'il y avait quelque chose de suspect. Au final, eh bien, ils ont eu complètement raison, et Stewart pas du tout, puisque cette interview l'a rendu bien plus suspect que ce qu'il n'était réellement à la base. Parce que la conclusion de cet expert est bien loin de ce que Stewart espérait faire croire au grand public. Ces experts ont conclu que ces gestes étaient complètement incompatibles avec ceux d'un membre de la famille concerné par la disparition de Tia et qu'il semblait, en plus de ça, extrêmement animé, agité, un peu comme s'il essayait de convaincre quelqu'un de l'histoire qu'il racontait. D'ailleurs, un petit tips que je vous donne comme ça, c'est gratuit, ça fait plaisir. On entend souvent dire qu'une personne qui ment ne va pas oser vous regarder dans les yeux, mais généralement, c'est tout l'inverse. En grande règle générale, une personne qui ment va vous regarder tout le long dans les yeux pour voir si vous gobez son mensonge. Alors qu'une personne qui peut regarder ailleurs alors qu'il est en train de raconter une histoire est souvent quelqu'un qui est en train de chercher dans ses souvenirs. Après, je ne me souviens plus si c'était en regardant la gauche ou en regardant la droite. Enfin, peu importe, vous pouvez trouver ça sur internet. Mais voilà, c'était gratos. Donc si quelqu'un vous raconte une histoire et vous regarde absolument dans les yeux pour voir si vous croyez à celle-ci, méfiez-vous. Bon, revenons donc à la petite Tia. À la suite de l'interview, la police a dit à Christine et à Stewart qu'ils fouilleraient leur maison pour la 4e fois et qu'une équipe médico-légale viendrait fouiller la maison à la recherche d'ADN. Et cette 4e fouille va être heureusement la dernière. Le matin du 10 août 2012, Stewart s'est réveillé tôt et a dit à Christine qu'il allait acheter un journal au magasin du coin. Il s'est faufilé du lit, s'est en allé et a fait sa petite vie. Lorsque Christine s'est levée, elle a été interpellée par une odeur très forte qui voyageait dans toute la maison. Elle a fouillé le réfrigérateur, sous les meubles, a même nettoyé les drains pour essayer de trouver la source de l'odeur, mais elle ne l'a pas trouvée. Quelques heures plus tard, la police est arrivée à la maison et Christine les a informés de cette fameuse odeur nauséabonde qui prenait le nez, qui était horrible, mais qu'elle n'arrivait pas à reconnaître ni même à trouver la source. Ça semble tout de même étrange, et cette odeur, les policiers, eux, malheureusement, de par leur métier, ils la connaissaient bien. Malheureusement, trop bien. Et alors, quand cette dernière est arrivée à leurs narines, ils ont immédiatement eu un mauvais pressentiment, et ont envoyé au plus tôt une équipe de médecine légale. Une fois que l'équipe médico-légale est arrivée sur place, dans cette maison, elle a rapidement découvert la source de la puanteur. Avec l'aide d'un chien de recherche qui avait été entraîné pour détecter l'odeur de la décomposition, l'équipe médico-légale a suivi cette fameuse odeur jusqu'au grenier et en seulement 10 minutes, là, poussés sur le côté du grenier, ils ont trouvé le corps sans vie de l'enfant de 12 ans, Tia Sharp. Ceci a alors mis fin aux recherches de l'enfant, mais le début d'une autre enquête. Qu'est-il arrivé à Tia? Le grenier a été décrit comme ayant été confiné. Ça sentait énormément le renfermer, c'était le genre d'endroit où tu vas vraiment très rarement, il faisait très chaud et c'était assez chaotique, c'était vraiment le bordel. Tia était trouvée dans un emballage en forme de corps à moins d'1 mètre de la trappe. Son corps a été immédiatement emmené pour y faire des analyses, afin de découvrir la cause du décès, mais malheureusement, en raison d'une décomposition avancée de Tia, son corps n'a pas immédiatement été reconnaissable et a dû être envoyé pour un test ADN. Évidemment, les tests ont été concordants, on s'en doutait tous que c'était l'enfant, mais c'est la procédure à suivre. Ce qui est horrible, c'est de savoir que son corps était là depuis une semaine entière, qu'il se décomposait juste au-dessus de sa grand-mère, que sa mère Natalie Sharp, qui s'était réfugiée chez Christine alors que Tia était portée disparue, avait dormi dans la chambre au dernier étage, en dessous
où sa fille était gardée dans le grenier. C'est vraiment atroce pour elle de se dire que toute la nuit, elle était là en train de dormir, à passer la nuit à ruminer parce que sa gamine avait disparu et au final, elle était là, morte, emballée juste au-dessus de sa tête, en pleine décomposition. C'est l'enfer. En tout cas, durant cette enquête, la police a décidé qu'il était dans le meilleur intérêt de la famille de ne pas voir son corps dans cet état car ce serait traumatisant pour eux. Et ils ont eu raison. En raison du niveau de décomposition de Tia, sa cause de décès n'a même pas été identifiée, ils n'ont jamais réussi à la trouver, mais on pense qu'elle a été sûrement étouffée, peut-être même par un oreiller. Il a également été trouvé dans le grenier la chaussure de Tia qui avait été enveloppée dans du journal, le haut jaune et le jean de l'enfant, une enveloppe ainsi que ses lunettes qui étaient cassées. Des heures se sont écoulées depuis la découverte initiale par la police du corps de Tia, et Stuart n'était étrangement jamais revenu de sa course qui consistait seulement à aller chercher le journal. Et ça l'a évidemment mis sur le radar de la police en tant que suspect numéro 1. Rapidement, une chasse à l'homme dans Londres a démarré pour Stuart et la police a vite appris qu'il était dans un train en direction du centre de Londres. Il a été dit à la radio et à la télévision que la police le cherchait. Son visage était déjà bien connu car Tia avait disparu depuis plus d'une semaine et il avait fait des appels au public avec la famille ainsi que l'interview quelques jours auparavant, donc son visage était très connu à Londres à ce moment-là. Il n'a donc pas fallu bien longtemps avant que Stuart ne soit aperçu par un tel et qu'il prévienne la police. Stuart aurait d'ailleurs été dans un état d'ébriété lorsqu'il a été aperçu. Il se trouvait dans un magasin du coin du centre de Londres en essayant d'acheter plus de vodka et en parlant aux gens du magasin pour lui demander de trouver sa petite fille, Tia, qui avait disparu. C'est un commerçant qui l'a reconnu et qui a alerté directement la police, mais au moment où les forces de l'ordre sont arrivées, malheureusement, il était déjà parti. Un coiffeur a également révélé que Stuart avait chancelé dans son salon, lui demandant si quelqu'un avait vu Tia, quelques minutes seulement avant qu'il ne soit enfin arrêté. Selon le coiffeur, lorsque Stuart était venu dans son salon pour demander où était Tia, il aurait été là à se balancer et à pleurer, à demander aux gens s'ils avaient vu Tia, qu'il était son grand-père, il était complètement ivre évidemment, et qu'il disait tout le temps « je ne veux pas la trouver morte dans une forêt, je veux la trouver en train de manger un bon repas chez McDonald's ». Alors oui, donc comment dire que malheureusement ce n'est absolument pas le cas, elle n'est pas chez McDonald's, mais dans le grenier. La police a donc réussi à trouver l'homme grâce à des chiens de recherche qui ont reniflé son odeur et qui l'ont retrouvé allongé sur le sol, sous des buissons, dans un parc, en train de boire de la vodka. Stuart a donc été mis en état d'arrestation pour suspicion du meurtre de Tia Sharp. Christine, la pauvre, a également été arrêtée parce que la police pensait qu'ils avaient peut-être commis le meurtre ensemble, ou du moins qu'elle avait aidé à dissimuler le crime. C'est après 2 jours que Christine a finalement été libérée sous caution parce qu'il n'avait pas suffisamment de preuves qu'elle pouvait être d'une manière ou d'une autre impliquée dans le meurtre de Tia. Et malheureusement pour elle, pendant très longtemps, elle n'a pas du tout été autorisée à s'approcher de Nathalie ou encore de ses autres petits-enfants. Néanmoins, elle a fini heureusement par être complètement libérée de toute suspicion quant au meurtre de sa petite fille. Et pendant ce temps, la police avait trouvé une carte SD qui avait délibérément été cachée dans un pas de porte qui se trouvait, dans un cadre de porte qui se trouvait au rez-de-chaussée de la maison. Et donc, automatiquement, lorsqu'ils l'ont trouvé, ils l'ont pris avec eux et ont regardé le contenu qui était à l'intérieur et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Mais avant ça, au même moment où ils étaient en train de trouver cette carte SD, l'interrogatoire de Stuart au poste de police était en cours et sa version des événements avait complètement changé par rapport à sa première version qu'il avait donnée la semaine précédente. Il a affirmé cette fois-ci que lui et Tia avaient joué et qu'à un moment donné, la petite serait tombée dans les escaliers. Selon lui, à ce moment-là, il était complètement défoncé et en état d'ébriété, il aurait fumé énormément de cannabis et bu beaucoup d'alcool ce soir-là, alors eh bien la petite elle est tombée et lui il s'est bêtement évanoui pendant quelques instants, mais malheureusement ces quelques instants auraient duré toute la nuit. Et ce n'est que lorsqu'il s'est réveillé le lendemain matin et qu'il a vu Tia toujours allongée sur le sol, qu'il s'est rendu compte eh bien, que cette dernière était malheureusement morte. Bouleversé, Stuart s'est aussitôt senti coupable et a affirmé qu'il ne pouvait pas avoir la force de dire ni à Nathalie ni à Christine ce qui s'était passé sous sa supervision,
puisque c'était à lui de s'occuper de Tia, de faire attention à elle. Il n'avait à aucun moment la permission de boire ou de fumer des joints alors qu'il devait surveiller une gamine de 12 ans. Et en plus de ça, lorsqu'elle est tombée, eh bien, il s'est simplement évanoui et il n'a rien fait pour pouvoir réellement l'aider. Donc, il avait honte de lui. Et au final, au lieu de dire la vérité sur l'accident, il a décidé de prétendre que Tia avait simplement disparu. Il l'a déshabillée, a mis son corps dans des sacs poubelles, l'a enveloppé dans du ruban adhésif et a caché son corps comme ça dans le grenier. À côté de ça, il a pris ses vêtements ainsi que ses lunettes et les a mis dans des sacs séparés. Malheureusement pour Stuart Hazel, eh bien, il ne savait pas à ce moment-là que la police avait découvert cette fameuse carte SD qui était cachée dans le cadre de porte et que suite à cette découverte, il allait être complètement foutu. En effet, cette carte SD était accablante et donnait un motif clair pour expliquer pourquoi il avait tué Tia. Sur la carte SD, la police a trouvé des centaines et des centaines d'images de jeunes filles, dont Tia, ainsi que des photos et des vidéos révélatrices de Stuart qui se faisaient plaisir. Les filles de ces vidéos ressemblaient énormément à Tia, avec des cheveux foncés ainsi que des lunettes, et aucune d'entre elles n'avait l'air d'avoir plus de 13 ans. Il était donc très clair qu'il avait une attirance pour les jeunes filles et notamment pour Tia. Dans l'une des vidéos de l'enfant, elle appliquait une crème hydratante sur ses jambes et ne savait absolument pas qu'elle était filmée. Il avait pris une autre vidéo d'elle pendant que Tia dormait, où il s'était frayé un chemin autour de son lit, lui mettant la caméra proche de son visage, et à chaque fois que la petite remuait ou faisait un petit peu de bruit, il s'éloignait parce qu'il savait très bien que ce qu'il était en train de faire était complètement mal. Tu ne filmes pas les gens à leur insu pendant qu'ils dorment. D'autant que c'est ta petite fille, que tu es un vieux papy et que la petite est mineure. En plus, ce qui est vraiment tragique, c'est que Tia, elle l'aimait et elle n'avait aucune idée que ses intentions pour leur relation étaient complètement différentes à ses yeux. Les vidéos qui ont présenté Stuart commettre des actes sexuels sur lui-même comprenaient également l'utilisation d'objets qui ont été récupérés dans la maison, dont un vibromasseur, et lorsque ce dernier a été testé, eh bien malheureusement l'ADN sanguin qui était dessus appartenait à Tia Sharp, ce qui montre encore une fois que la mort de l'enfant était sexuellement motivée. Plus tard, la police a également trouvé des recherches sur internet sur son ordinateur pour des filles nues, des photos illégales d'inceste sur mineurs, de viols forcés violents et de petites filles avec des lunettes. La preuve la plus écœurante trouvée dans l'affaire était peut-être une photographie prise de Tia après sa mort. La photo représente l'enfant âgé de 12 ans, nu, à quatre pattes sur un lit, mais ne montre pas son visage. Il a été allégué que Stuart Hazel, âgé de 37 ans, a agressé sexuellement l'enfant avant de la tuer et de cacher son corps dans le grenier. Le médecin légiste, le docteur Ashley Figan Earle, a plus tard déclaré à un jury de l'Old Bailey qu'à son avis, la personne sur la photo, donc Tia malheureusement, était morte lorsqu'elle a été prise. Il a dit au jury qu'il y avait des agissements irréguliers à l'arrière de ses cuisses qui l'ont amené à cette conclusion et a suggéré que la jeune fille avait été laissée allongée sur le dos pendant un certain temps après sa mort. Stuart avait positionné son corps dans une position sexuelle et avait pris la photo sous un angle spécifique pour prolonger la gratification sexuelle qu'il avait reçue durant le meurtre de sa petite fille. Stuart a d'ailleurs probablement regardé la photo plusieurs fois après le meurtre de l'enfant et s'est sûrement fait largement plaisir en regardant cette dernière. À la nouvelle que le corps de Tia avait été retrouvé, des hommages ont évidemment afflué pour la petite fille, beaucoup laissant des fleurs et des ours en peluche près de la scène de crime. Nathalie a été évidemment submergée d'émotions lorsqu'elle a visité le site où des dizaines de personnes ont rendu hommage à sa fille. C'est près d'un an après le meurtre de Tia Sharp que le procès de Stuart Hazel a enfin commencé. Sans surprise, l'homme a plaidé non coupable. Et même s'il était très confiant dans son plaidoyer, tout au long de son procès, il a refusé de croiser le regard de Nathalie ou encore de Christine. Lorsque les photos de la carte SD ont été montrées au tribunal, puisque ça fait partie de l'enquête, plusieurs personnes, dont Nathalie, ont dû partir parce qu'elles étaient complètement dépassées par les événements. Toutes ces photographies étaient horribles à voir. Observer l'étendue de la violation qu'il avait faite à cette jeune enfant innocente de 12 ans, qu'il a élevée en tant que sa petite fille,
à laquelle elle avait confiance et voir ce qu'il a fait après sa mort était bien trop pour la majorité de la salle d'audience. C'était horrible et ça a clairement joué en la défaveur de l'homme lors de ce procès. Quelques jours seulement après le début de ce procès, Stewart a changé son plaidoyer pour finalement plaider coupable de meurtre pour la simple raison qu'il avait trop peur et ne voulait pas faire face au contre-interrogatoire de son histoire. Puisque en effet, si jamais l'homme plaidait non coupable, il devrait dire devant la salle d'audience sa version des événements de Tia tombant dans les escaliers, que subitement il s'était endormi et qu'il n'a pas osé le dire et qu'il ne s'est rien posé de plus. Et il savait très bien que le public, enfin du moins l'avocat, allait lui poser de nombreuses questions à ce sujet. Il savait qu'il ne pouvait pas gérer ça parce que son histoire était intrinsèquement malhonnête. Il a dit que sa famille avait suffisamment souffert lorsqu'il a changé son plaidoyer, provoquant des souffles de choc et de soulagement de la tribune publique où les parents de l'écolière étaient assis. Le père de Tia, Steve Carter, est tombé en larmes, puisque ce dernier, malgré qu'il ne s'était jamais réellement occupé de l'enfant, l'avait toujours surveillé de loin. Ce qui n'était pas dans sa vie, c'était simplement pour ne pas lui faire du mal, parce qu'il savait qu'il n'aurait pas été un bon père, mais malgré tout, c'était sa fille, et il était extrêmement triste de la perte de cette dernière. 5 jours d'audience judiciaire ont suffi pour construire une image de Stewart Hazel comme un homme ayant eu une enfance troublée. Il avait déjà été dans un hôpital psychiatrique à un jeune âge alors que son père était en prison et il avait très peu de contact avec sa mère qui travaillait comme prostituée. Et il a été déclaré que dès son plus jeune âge, il avait été impliqué dans la petite criminalité et qu'il avait commencé à boire de l'alcool dès l'âge de 13 ans. Il avait évidemment beaucoup d'ennuis à l'école, il était en échec scolaire et sa première condamnation est arrivée très tôt dans sa vie puisque c'était à l'âge de 14 ans et il s'était retrouvé un petit peu plus tard dans une auberge pour sans-abri à Soho où il a affirmé avoir été violé à l'âge de 16 ans. Il avait des antécédents de dépression, d'automutilation, de tentative de suicide, de consommation de drogue et d'alcool, bref, beaucoup de problèmes de dépendance, mais malgré tout ça, ça n'a pas suffi pour que les gens aient un petit peu de pitié pour ce qu'il a fait à Tia, notamment je pense parce qu'il y avait vraiment ce lien du fait qu'il l'avait considéré et élevé comme étant son grand-père. Peut-être que les gens auraient eu un petit peu plus de pitié si c'était une gamine au hasard, même si évidemment je ne souhaite pas que des gens aient de la pitié pour ce genre de monstre, loin de là. Je dis juste que c'est possible qu'il y ait des personnes qui ressentent de l'empathie pour certains criminels lorsqu'on apprend qu'ils aient eu un passé difficile, mais là dans ce cas c'était clairement non. Le fait qu'il y avait vraiment ce lien entre Tia et Stewart ont fait que malgré la vie qu'il ait eue et il aurait pu avoir une vie encore pire que ça, personne était capable de ressortir de l'empathie pour l'homme. En plus de ça, le tribunal a également entendu qu'un psychiatre consultant a déclaré que Stewart remplissait les critères du trouble de conduite non socialisé, un trouble psychologique dans lequel une personne est socialement isolée de son groupe de pairs. L'accusation a affirmé que Stewart a tué Tia après avoir commis des agressions sexuelles sur elle, ce qui la rendait extrêmement mal à l'aise car elle ne pouvait pas le consentir. Pour elle, c'était son grand-père, il était hors de question qu'il se passe ce genre d'acte entre les deux, et elle a ensuite probablement menacé de le dire à quelqu'un, alors il l'a tué pour éviter que ça se produise. Malheureusement, ce qui est tragique, c'est que c'est quelqu'un en qui elle avait probablement le plus confiance au monde qui avait des intentions terribles envers elle. Le 14 mai 2013, Stewart a été condamné à la prison à perpétuité avec un minimum de 38 ans de prison. Il aura donc 75 ans lorsqu'il sera admissible à la libération conditionnelle, mais je ne pense pas qu'il pourra avoir la libération conditionnelle malgré tout. De plus, ce n'est pas tout, ça ne s'arrête pas là, puisque souvenez-vous, le voisin qui avait déclaré qu'il avait vu Tia sortir de la maison et partir le jour de sa disparition, a lui aussi été condamné à 5 mois de prison pour avoir fait perdre du temps à la police car il n'aurait pas pu la voir partir ce jour-là puisqu'elle était morte et dans le grenier, donc ce n'était pas possible. Il a spécifiquement dit que c'était Tia qu'il avait vu quitter la maison et pas du tout une fille au hasard qui pourrait potentiellement lui ressembler, mais eh bien la raison pour laquelle il a menti à la police est encore inconnue. Donc on se demande bien pourquoi. Et si finalement ce voisin était de mèche avec Stewart, qu'ils étaient proches et qu'ils étaient deux à avoir abusé de l'enfant.
Je pose ça là comme ça, hein. Alors probablement non, hein, je n'ai pas du tout envie d'accuser un homme qui probablement n'a rien fait. Peut-être que lui, il voulait simplement aider la police à ce moment-là, qu'il voulait jouer un petit rôle dans l'affaire et que finalement, pas de bol, puisque si tu veux jouer un rôle dans l'affaire, évite quand même de mentir et de faire perdre du temps à la police. Mais enfin bon, je pense que ces 5 mois de prison qu'il a passés lui ont suffi à comprendre qu'il ne faut pas faire ce genre de déclarations si elles sont fausses. Alors le fait que la police d'ailleurs a dû faire plus de 4 perquisitions dans la maison afin de se rendre compte que la petite avait disparu avait évidemment été pointé du doigt par le public et la justice à ce moment-là. Et c'est alors que le commandant Neil Basu, qui était responsable de la recherche de Tia, a insisté sur le fait que son corps avait été bien caché et que l'erreur est humaine, ce qui est vrai, ce qui avait empêché le corps de l'enfant d'être retrouvé lors des multiples fouilles qu'il y avait eu chez sa grand-mère. Il a ajouté que le policier qui avait effectué la première recherche était quelqu'un d'expérimenté qui venait de commencer sa carrière de policier et qu'il a reçu depuis des conseils afin de mieux inspecter des maisons, bref, la forme la plus faible de mesures disciplinaires. Mais bon, est-ce qu'on peut vraiment punir des gens d'avoir mal fouillé une maison? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, cette maison des horreurs où Tia Sharp a été brutalement assassinée par son grand-père a depuis été détruite de peur qu'elle ne devienne une attraction macabre. Et je pense que c'est mieux comme ça. Depuis, des nouvelles habitations ont été créées sur place et on espère évidemment qu'il n'y aura plus par la suite ce genre de drame à cet endroit. En avril 2009, une jeune adolescente de 17 ans nommée Brittany Drexel s'apprête à faire un petit voyage avec ses amis pour les vacances du printemps. Originaire de Chili dans le comté de Rochester, qui se situe donc dans l'État de New York, Brittany était excitée à l'idée de partir direction Myrtle Beach, en Caroline du Sud, pour faire la fête durant plusieurs jours d'affilée. En effet, ce voyage n'allait pas être de tout repos puisque l'objectif c'est de faire les Spring Breaks de Myrtle Beach. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les Spring Breaks sont une période de vacances où les étudiants vont faire la fête jour et nuit durant 1 à 2 semaines et les Spring Breaks les plus connus se déroulent à Cancun, à Panama City Beach ou encore à Salou en Espagne. Sa mère n'était pas du tout d'accord pour que sa fille aille là-bas, elle la trouvait encore trop jeune. Elle s'inquiétait pour elle et avait surtout un énorme pressentiment quant à cette semaine de festivités. Et comme nous l'avons déjà vu dans certaines affaires, lorsqu'une maman a de mauvais pressentiments, il faut bien souvent l'écouter. Suite au refus de sa mère, Brittany et elle se sont disputées durant plusieurs jours, suite à quoi, la jeune fille est allée se réfugier chez une de ses amies avec l'accord de sa mère la nuit du 22 avril 2009. Dane, sa mère, pensait comme à son habitude que sa fille allait passer 2-3 jours tout au plus chez ses amis, le temps que sa colère redescende avant de finalement rentrer chez elle et de passer l'éponge sur le fait qu'elle n'a pas pu aller au Spring Break cette année. Toutefois, Brittany a choisi de bafouer l'autorité de sa mère et de partir malgré son désaccord au Spring Break de Myrtle Beach, et tout ça, bien sûr, sans prévenir cette dernière. Brittany Drexel avait pourtant l'habitude d'obéir à sa mère en toutes circonstances, ou presque, ça reste une adolescente. Mais avant d'aller plus loin dans cette affaire, voici un bref portrait de Brittany. Née le 7 octobre 1991 de John Kayayoglu et de sa mère Dane, elle n'a pas vraiment connu son père biologique puisque sa mère s'est rapidement séparée de John et a épousé dans la foulée Chad Drexel quelques semaines plus tard après la naissance de Brittany, qui a finalement été adoptée par Chad, et celui-ci l'a toujours élevée comme si c'était sa propre fille. Il la considère comme sa fille et elle le considère comme son père. Brittany avait également 2 frères et sœurs bien plus jeunes qu'elle, elle était étudiante en cosmétologie et elle était une adolescente très sportive qui jouait énormément au football, qui avait beaucoup d'activités extrascolaires malgré sa maladie, puisque la jeune fille est née avec une persistance et hyperplasie du vitré primitif, qui à cause de quoi elle était aveugle d'un œil. C'est donc un problème au niveau des yeux, je vous laisse regarder sur internet pour ceux qui y sont un petit peu plus intéressés. Malheureusement, l'adolescente avait fait face à une dépression suite au divorce de ses parents, donc Chad et Dane,
en 2008 et sa mère déclara d'ailleurs ceci. Sa stabilité mentale n'était pas bonne. Je perdais ma maison, mon ex-mari avait déménagé et nous étions en plein divorce. Elle voulait la sécurité et la stabilité et malheureusement à ce moment-là, elle ne pouvait pas l'avoir. Sa mère, elle est persuadée que son état mental a largement alimenté sa détermination à partir au spring break malgré son interdiction. La jeune fille voulait sûrement s'évader, rêvait d'une vie meilleure que le passage à vide qu'elle vivait actuellement et a sûrement cru que cette semaine de fête allait changer sa vie pour le meilleur. Il n'en fut malheureusement pas le cas. C'est le 24 avril 2009 que Brittany a fait croire à sa mère qu'elle allait avec son ami passer quelques jours à Charlotte Beach dans l'état de New York. Mais comme vous vous en doutez, en réalité, elle était partie direction Myrtle Beach avec 3 de ses amis. Puisque le trajet est assez long, le groupe d'amis n'est arrivé que le 25 au matin à leur destination, et étant totalement rusée, l'adolescente a parlé durant ces 2 jours à sa mère, qui ne se doutait absolument pas que cette dernière était en train de se rendre au spring break, et elle faisait croire à sa maman que elle était à Charlotte Beach avec son amie, qu'elle allait à la plage, bref, que tout se passait à merveille alors que ce n'était absolument pas le cas. Pour ce voyage, Brittany était accompagnée de 3 de ses amis qui étaient légèrement plus âgés qu'elle, Jennifer Oberer, Philippe Oberer et Alana Lipa. Le jour de leur arrivée à l'hôtel Bar Harbor sur Ocean Boulevard à Myrtle Beach, le 25 avril 2009, Brittany a commencé à avoir un très mauvais feeling, jusqu'au point de se sentir carrément mal à l'aise avec certains de ses amis. Et si on connaît ce détail, c'est parce que Brittany avait un petit ami, John Greco, à qui elle s'est confiée. John n'avait pas du tout pu l'accompagner et était resté chez lui parce qu'il devait travailler, bien qu'il en avait l'envie et sûrement que s'il était venu, ça aurait évité cette triste fin à la jeune fille. Brittany, qui se sentait mal à l'aise avec ses amis, a pris la décision de se rendre à pied dans un autre hôtel, le Blue Ward Resort, parce qu'elle avait appris qu'un ami de longue date y séjournait. Le trajet n'est pas long puisqu'il y a un petit peu plus de 2 km entre les 2 hôtels. Il fait beau, donc elle ne voit aucun problème pour marcher et profiter du paysage. Il était 20 h lorsque celle-ci a quitté son hôtel, et 45 minutes plus tard, Brittany a envoyé un SMS à l'un des amis avec qui elle s'était rendue à Myrtle Beach pour lui faire savoir qu'elle était allée voir un autre ami dans un autre hôtel. Les caméras sécurité ont surpris Brittany entrant dans l'hôtel puis en ressortir, toujours seule, vers 20 h 45. L'adolescente n'a cessé d'échanger par SMS avec son petit ami jusqu'à ce qu'elle cesse subitement de répondre vers 21 h 15. John Greco était évidemment très inquiet, a envoyé plusieurs SMS à sa petite amie, l'a appelée également, mais il n'a plus jamais eu de réponse de cette dernière, malgré les menaces de dévoiler à sa mère son mensonge si jamais elle ne répondait pas. Force est de constater que Brittany ne répondait plus depuis déjà plusieurs heures. Inquiet pour elle, John a préféré prévenir sans plus attendre Dane. C'est de cette tragique manière que sa mère a appris que sa fille lui avait menti, et en plus d'être furieuse par ce gros mensonge que sa fille avait fait, elle était inquiète et terrifiée qu'il ne soit arrivé quelque chose de grave à Brittany. Les proches de l'adolescente n'avaient plus qu'à espérer finalement qu'elle ait simplement perdu son téléphone portable ou que la batterie était déchargée. Bref, quelque chose de simple, plutôt que de se dire que la jeune fille était portée disparue, voire même décédée. Dès le 26 avril 2009, soit le lendemain de sa disparition, la police a commencé les recherches concernant Brittany Drexel. Cette affaire a évidemment été très médiatisée, les médias locaux et nationaux en ont énormément parlé, en espérant que ça aiderait quelqu'un à la retrouver. Et puis bon, Brittany était une jeune adolescente de 17 ans, blanche, blonde, qui venait de disparaître de façon totalement mystérieuse alors qu'elle se rendait pour faire les spring break, donc forcément un titre racoleur qui a fait énormément couler d'encre. Le téléphone de l'adolescente avait émis des signaux pour la dernière fois la nuit de sa disparition, proche de la ligne du comté de Charleston, près de Georgetown, et malheureusement, la batterie s'était rapidement déchargée. Les autorités n'ont pas pu suivre l'emplacement de ce dernier, ce qui a été un énorme frein dans leur enquête.
Mais tout de même, ça les a aidés à avoir une petite zone où chercher la jeune fille. Heureusement, la police a rapidement pu accéder aux images de la caméra de sécurité du Blue Water Resort, permettant de connaître les heures et les directions des déplacements de Brittany, et ont également réussi à trouver les amis qu'elle avait vus sur place. La dernière personne qui a déclaré avoir vu l'adolescente avant son départ de l'hôtel était un jeune homme âgé de 20 ans, un certain Peter Brozovitz. Le jeune homme était un promoteur de boîte de nuit que Brittany avait connu dans la région de Rochester et qui était également en vacances à Myrtle Beach en même temps qu'elle, sûrement lui aussi pour fêter les spring break. Les déclarations du jeune homme va laisser complètement sans voix la famille de l'adolescente portée disparue, puisque ce dernier a déclaré avoir amené Brittany au club Kryptonite le 25 avril, et les 4 autres jeunes hommes qui partageaient la chambre de Peter, Anthony Chimizi, Philip Watson, Keith Cummings et Matthew Abrams, ont déclaré qu'ils avaient en effet rencontré Brittany également, mais qu'ils ne la connaissaient pas plus que ça. Alors à ce moment-là, tout le monde se pose des questions, tout le monde est un petit peu sans voix, ils se disent mais comment ça se fait que ma fille était avec vous, mais pourtant personne ne sait où celle-ci s'est volatilisée. Et ce qui est étrange, c'est que aucun de ces jeunes hommes ne semble vouloir aider l'enquête. Ils ne disent rien, ils disent simplement que voilà, la fille elle est grande, elle fait sa vie, ils ne s'en sont pas plus préoccupés que ça. Ce qui est tout de même assez étrange puisque lorsque nous sommes amis avec quelqu'un, on s'inquiète pour sa sécurité en règle générale. Donc eh bien dès le départ, ça sentait vraiment pas bon et tout le monde commençait à se poser des questions sur Peter et sa bande de copains. La police a également fouillé la chambre d'hôtel de l'adolescente, trouvant tous les vêtements qu'il avait préparés, mais son sac à main était manquant, ainsi que son téléphone, comme vous le savez, qui avait émis un signal proche de Georgetown. D'ailleurs, pour la petite précision, Georgetown se situe tout de même à environ 90 km de Myrtle Beach, ce qui fait au moins une bonne heure de route en voiture, donc encore une fois, c'est étonnant que la jeune femme se retrouve là-bas. Peter n'a pas du tout été très coopératif avec les enquêteurs, malgré le fait qu'il avait passé une partie de la journée de sa disparition avec elle et que c'est lui d'ailleurs la dernière personne à l'avoir vue, mais il a tout de même accepté à plus d'une occasion de parler avec la famille de Brittany sur le talk show du Dr Phil. Lors de cette émission, le jeune homme a nié complètement avoir connaissance de l'endroit où se situe Brittany ou de ce qui a bien pu lui arriver ce jour-là. Lorsque Dane a demandé à Peter pourquoi il n'avait pas appelé la police lorsqu'il a découvert que Brittany était portée disparue, il a répondu d'une manière totalement froide, saupoudrée d'insolence, qu'il n'était pas une babysitter. Alors à ce moment-là, Dane était étonné, voire même choqué que quelqu'un dise ça, puisque s'inquiéter pour nos proches, ce n'est pas être des babysitters, c'est juste être humain. Mais enfin bon, la famille de Brittany a également été frustrée par la police, ainsi que les adolescents qui ont accompagné Brittany en Caroline du Sud, en raison de leur manque de coopération et de leur apathie à propos de ce qui est arrivé à leurs soi-disant amis. Aucun de ses amis n'a jamais contacté Dane pour savoir comment elle allait, et ils n'ont jamais essayé d'aider à chercher Brittany. Et au final, c'est plus les amis de Peter, donc qui connaissaient à peine Brittany, qui ont plus aidé à l'enquête que les propres amis de l'adolescente avec qui elles étaient rendues sur place. Ça n'a vraiment aucun sens. Philip Watson et Keith Cummings, donc les 2 amis de Peter, ont dit que Brittany s'était disputée avec l'une de ses amies avec qui elle était venue avant sa disparition le soir du 25 avril. Plus précisément, les amis se seraient disputés pour le simple fait que Brittany portait un short qui appartenait à Jen. Ce qui est une dispute donc très étonnante, surtout que les amis entre eux souvent se prêtent des vêtements, et quand bien même si une personne ne voulait pas prêter ses vêtements, elle pouvait d'une part le dire elle-même, et d'une autre simplement demander à Brittany de ne pas mettre ce short. Les filles se sont donc disputées par rapport à ça. Brittany s'était sentie encore plus mal à l'aise, elle ne se sentait pas non plus la bienvenue finalement à Myrtle Beach. Et ce soir-là, Brittany a donc quitté le Blue Water Resort pour retourner dans son propre hôtel. Mais elle a reçu un texto lui faisant savoir qu'elle avait oublié ses tongs, alors elle est retournée au Blue Water. Elle y est restée environ 10 minutes avant de repartir une fois de plus pour retourner à son hôtel à pied,
Et depuis cet instant, plus jamais personne n'a vu un jour l'adolescente. Le fait que les rapports de police montrent que Brittany ait parcouru cette distance à pied, qui est de 2,7 km, a semé un énorme doute dans la tête de sa mère. Cette dernière a déclaré que sa fille n'aimait pas spécialement marcher malgré le fait qu'elle était sportive et que si elle devait aller voir des amis à peine quelques pâtés de maison, sa mère devait toujours l'y amener tellement sa fille était entre guillemets feignante sur ce genre de déplacement. Donc le fait qu'elle parcourt une telle distance de son plein gré lui semble étrange. Après, le fait d'être ailleurs, indépendante, lui a peut-être donné l'envie de marcher ou d'avoir de nouvelles habitudes, puisque lorsque nous sommes dans un autre environnement que celui qui est habituel, il arrive que nous prenons de toutes nouvelles habitudes. Regardez simplement lorsque vous partez en vacances, pour ceux qui ont la chance de le faire, généralement vous n'avez pas du tout le même train de vie que lorsque vous êtes chez vous. Certains vont faire tout le temps des grasses mat lorsqu'ils sont chez eux, mais en vacances ils vont se lever à 9 h, ils vont prendre des petits déj, alors que d'habitude ils en prennent jamais. Bref, vous voyez un petit peu le topo. Donc finalement, ce serait tout à fait possible que la jeune fille, eh bien, même si d'habitude elle n'a pas tendance à marcher pour ses trajets, eh bien que cette fois-ci, nouvel endroit, nouvel environnement, nouvelle era, elle ait décidé de marcher, que ça ne la dérangeait absolument pas. Et puis encore une fois, ce n'est pas du tout le même environnement, pas le même contexte, donc là elle ne pouvait pas appeler sa mère pour lui dire « Salut maman, j'ai 2 km à marcher, est-ce que tu peux m'y amener ?» Non. Là, sa mère n'était pas là, elle était avec des amis, dont certains venaient de se disputer, donc forcément, elle ne leur a pas demandé de la ramener, et peut-être qu'elle n'a juste pas osé de le faire, ou encore une fois, qu'elle n'en avait simplement pas l'envie. Donc si sa mère trouve ça suspect, ce que je trouve totalement légitime et compréhensible, ça ne veut pas forcément dire qu'il est impossible que la jeune fille ait décidé de marcher sur 2,7 km. En tout cas, toujours lors de la confrontation entre Peter et Dane sur le Dr. Phil Show, Phil a demandé pourquoi Peter n'avait pas conduit Brittany à son hôtel, puisque celui-ci était véhiculé. Et ce dernier a retiré qu'il n'était pas à Myrtle Beach pour garder des enfants. On ne sait donc pas plus de choses après cette émission concernant la disparition de la jeune fille. Si Peter sait quelque chose de ce qui est arrivé à Brittany ou non, mais ce qui est certain, c'est que le jeune homme ne semblait pas plus préoccupé que ça par elle, ni par sa sécurité. Et c'est vrai que de suite, Peter a un petit peu une mauvaise image, entre guillemets. Parce que par exemple, je ne sais que je ne suis clairement pas le seul à le faire, nous sommes beaucoup d'hommes à le faire, mais lorsque j'ai une amie féminine, ou même tout con, mon ex-petite amie, lorsqu'elle devait rentrer chez elle le soir à Besançon, eh bien je la raccompagnais. Et pourtant, elle était plus grande que moi, elle était vachement baraque. Si elle avait voulu se défendre, elle aurait largement pu le faire, mais ne serait-ce que par galanterie ou pour sa sécurité, je préfère la raccompagner. Et au moins, si des personnes s'en prennent à elle, je préfère moi faire office de bouclier qui me casse la gueule à moi pour qu'elle puisse courir et s'enfuir, plutôt que de prendre le risque qu'il lui arrive quelque chose à elle. Pour moi, ça me semble tout à fait normal, mais visiblement pour lui, ça n'était absolument pas le cas. Et je trouve ça vraiment dommage, puisque une fille de 17 ans qui est dans un endroit qu'elle ne connaît pas et qui a quasiment 3 km à marcher, pour sa sécurité, vers 21 h le soir, en sachant tout ce qui se passe dans le monde, je l'aurais quand même raccompagné. Mais Peter n'a pas fait ce choix, et s'il l'avait fait, eh bien cette jeune fille serait encore en vie. Et donc après cette émission terminée, c'est toujours pareil, c'est le point mort. Personne ne sait ce qui est arrivé à Brittany, personne n'a d'indice, de piste. La jeune fille s'est littéralement évaporée dans les airs, et pour sa mère et son père aussi, c'est extrêmement douloureux. Entre 2009 et 2016, il n'y a pas eu de nouveau dans l'enquête. Rien n'a avancé. Toujours aucune trace de l'adolescente. Jusqu'à ce que le FBI ait convenu avec Dane que sa fille avait probablement fait l'objet d'une traite des êtres humains. Je vous donne la petite définition pour ceux qui ne savent pas ce que c'est et je prends celle tirée de Wikipédia. La traite des êtres humains regroupe plusieurs formes d'exploitation des êtres humains, les plus courantes étant l'exploitation sexuelle, la prostitution forcée, l'esclavage, y compris l'esclavage domestique, et le travail forcé, mais on peut aussi y inclure, entre autres, le trafic d'organes, la gestation pour autrui, le mariage forcé ou la mendicité forcée. Selon les enquêteurs de l'époque en charge de l'affaire, Brittany a été détenue contre son gré à McLeanville pendant plusieurs jours avant d'être finalement tuée. Le FBI a déclaré qu'elle avait été vue dans la région par plus d'une personne au moment de sa disparition,
Et l'information aurait été fournie par Taquan Brown, un détenu qui a dit à la police qu'il avait vu un autre homme nommé Timothy Dashon Taylor et plusieurs autres hommes abuser sexuellement la pauvre Brittany dans une maison qui servait de squat. L'adolescente aurait tenté de s'échapper, mais aurait immédiatement été rattrapée avant d'être tuée par une arme à feu. Taquan a rapporté qu'il avait entendu 2 coups de feu et qu'il avait supposé qu'elle avait été tuée, probablement par Timothy Taylor. Alors ce que je trouve vachement étonnant, c'est que cette théorie, enfin du moins cette dénonciation, c'est plus ou moins une dénonciation, arrive 7 ans après les faits. Pourquoi l'homme, donc Taquan, ne s'est pas présenté plus tôt à la police? Selon les déclarations de Taquan, après avoir été agressé et assassiné, le corps de Brittany aurait été enveloppé et amené afin d'être dissimulé, mais pas de n'importe quelle manière. Brittany aurait subi une fin atroce puisque, même sans vie, personne n'aurait respecté son corps. L'horreur de cette déclaration continue, selon laquelle les agresseurs de Brittany ont emmené son corps dans une fosse d'alligators, qui sont très nombreuses dans la région, et où elle a été jetée et laissée aux alligators pour qu'elle soit dévorée et qu'il ne reste aucune preuve de son meurtre. Le pire étant que cette histoire, plusieurs témoins l'ont rapporté au FBI selon l'agent Garrick Munoz, ce qui fait froid dans le dos. Et s'il s'avère que cette histoire est vraie, cela signifie qu'il y a vraiment très peu de chances pour qu'un jour on retrouve le corps de la jeune femme, puisque elle aurait été dévorée par des alligators. Mais malgré ces informations ainsi que les témoignages de plusieurs témoins, le présumé assassin n'a pas été inculpé et n'a été accusé d'aucun crime lié à la disparition et au meurtre présumé de Brittany. Bien sûr, l'affaire a malgré tout continué. Le FBI, la police locale, ainsi que les détectives privés engagés par le père de la victime n'ont pas du tout lâché le morceau. Ils étaient tous convaincus que Timothy Taylor avait un lien avec la mort de Brittany. Plus tard, lorsque Timothy a reçu un examen polygraphique, il a été montré qu'il mentait lorsqu'on lui a demandé s'il savait qui avait joué un rôle dans la disparition de Brittany et s'il l'avait déjà vu en personne. À l'époque, Timothy Taylor attendait déjà une audience de détermination de la peine sur une accusation de vol non lié que le FBI a poursuivi après que ce dernier ait refusé d'aider à l'enquête sur la disparition de Brittany. C'était en quelque sorte une façon eux aussi de faire pression sur eux et de se venger, mais également de l'avoir sous la main si jamais il tentait de fuir durant l'enquête concernant Brittany Drexel. Cependant, les tests polygraphiques ne sont pas fiables à 100%, et des questions ont été soulevées sur l'exactitude du test de l'accusé après qu'il ait été révélé que le test a montré qu'il mentait sur son propre nom. Et ce n'est pas la première fois que je vous le dis que les tests polygraphiques ne sont clairement pas fiables. Il suffit qu'une personne soit plus anxieuse qu'une autre ou que quelqu'un ait pris des anxiolytiques ou quelque chose qui calme la pulsation cardiaque et tout le test est complètement faussé. Et c'est d'ailleurs cette raison du pourquoi les tests polygraphiques peuvent certes aider les forces de l'ordre à diriger leur enquête, plus ou moins, mais qui, en raison de leur inexactitude, les résultats de ces tests ne sont pas admissibles au tribunal. Et heureusement, puisque à l'époque, lorsque c'était le cas, eh bien ça a valu à plusieurs accusés de se retrouver derrière les barreaux alors qu'ils n'avaient absolument rien fait. Puis, en 2019, nouveau coup de théâtre, lorsqu'une maison abandonnée appartenant à la famille Taylor a été complètement détruite par les flammes. Alors bon, vous me direz, c'est des choses qui arrivent. Oui, certes, mais écoutez la suite. D'abord, les forces de l'ordre pensaient justement que cette maison était celle où Brittany aurait été amenée, agressée sexuellement, puis abattue. Bien qu'il n'y ait aucune preuve menant cet incendie au cas de Brittany, l'accident a tout de même été considéré comme suspect, parce que la propriété avait été abandonnée et n'avait pas d'électricité, mais qu'elle avait subitement pris feu sans raison apparente, puisque ce n'était pas dans une période de forte chaleur, rien n'était sec, c'était une période normale, il avait plu, donc c'était vraiment étonnant que ce chalet ait pris feu comme ça sans aucune raison naturelle, ni même accidentelle, comme par exemple une électricité qui est mal faite. Donc forcément, le FBI, les policiers, enfin bref, tout le monde pointe un petit peu Timothy Taylor du doigt,
en disant que tout de même, ça fait quand même beaucoup autour de l'homme. Mais encore une fois, eh bien, une maison qui brûle n'est pas un motif d'inculpation de meurtre pour quelqu'un. De plus, dans toute cette affaire, Timothy Dashon Taylor n'était pas la seule personne à être suspectée. Un homme nommé Raymond Moody a également été surveillé de très près par les enquêteurs. Raymond séjournait dans un hôtel du comté de Georgetown la nuit où Brittany a disparu, et je vous rappelle que le téléphone de Brittany avait envoyé des signaux près de Georgetown, qui se trouve tout de même à 90 km de Myrtle Beach. L'homme avait d'ailleurs reçu une contravention à Surfside Beach, où le téléphone de Brittany avait émis un signal le lendemain de sa disparition. Les mouvements de l'homme au cours de ces 2 jours, combinés à sa longue et violente histoire criminelle, ont immédiatement attiré l'attention des policiers. En effet, quelques années plus tôt, en 1983, Raymond a été inculpé puis reconnu coupable d'enlèvement et d'agression sexuelle d'un enfant de moins de 14 ans, et il n'était sorti de prison que en 2004. À peu près au même moment où Brittany a disparu, le suspect était interrogé sur la disparition d'une autre femme âgée de 28 ans. Ça commence là aussi à faire beaucoup autour de l'homme. C'est donc en 2012 que Raymond Moody, ce délinquant sexuel, avait été enregistré officiellement comme personne d'intérêt, soit 3 ans après la disparition de Brittany Drexel. Cependant, durant un long moment, l'enquête n'ayant absolument rien donné, Timothy Dashon Taylor est resté la principale personne d'intérêt dans l'affaire, puisque, malgré toutes les enquêtes possibles et inimaginables qui avaient été faites à l'époque, rien ne pouvait relier Raymond à Brittany, si ce n'est qu'ils étaient au même endroit, au même moment. Mais je dis bien pendant un long moment, puisqu'il y a eu, encore une fois, un énorme rebondissement l'année dernière, en 2022, c'est donc très récent, et je suis content de vous dire que cette affaire a été résolue. Déjà, ce qui est bien, entre guillemets, c'est que les restes de Brittany ont été retrouvés. Donc oui, c'est triste, mais on savait presque tous qu'elle était décédée, et ce qui est bien là-dedans, c'est pour la famille de la victime. Ce sera plus simple pour eux de faire un deuil, de se recueillir sur sa tombe. Brittany peut, entre guillemets, reposer en paix à présent. Mais alors, comment tout ça s'est produit 13 ans après la disparition de l'adolescente? C'est quand même complètement fou qu'ils aient enfin trouvé le coupable, d'autant que c'était l'un des suspects. Mais alors lequel? En mai 2022, les autorités ont annoncé que non seulement elles avaient finalement arrêté quelqu'un dans l'affaire de Brittany, mais qu'elles avaient également trouvé ses restes. Et le choc, c'est que cela n'avait rien à voir avec le détenu et son histoire sur ce qui était arrivé à Brittany, comme quoi elle avait été attrapée dans un contexte de traite d'humains, qu'elle avait été agressée sexuellement, qu'elle avait tenté de s'enfuir, a été assassinée, puis jetée dans la fosse au crocodile. C'est totalement faux, ce n'est jamais arrivé, et c'est donc pour ça que, je vous l'ai dit tout à l'heure, on était beaucoup à se demander mais pourquoi cette personne avait décrit toute cette histoire, pourquoi et comment il y avait beaucoup de témoins qui avaient déclaré avoir vu Brittany et que tout ceci était vrai, alors que finalement rien de tout ça ne s'était réellement produit. Alors finalement, peut-être que tout ceci n'était qu'un horrible complot pour que Timothy Taylor se retrouve derrière les barreaux, je ne sais pas, mais en tout cas, tout ceci était faux. Et donc ce n'est pas du tout Timothy Taylor qui a été arrêté pour le meurtre de Brittany Drexel, mais Raymond Moody. Oui, l'homme qui avait été suspecté dès l'année 2012. Les autorités ont donc rapidement déclaré aux journalistes qu'ils avaient arrêté un suspect qui était suspecté depuis déjà une dizaine d'années et qu'ils avaient identifié les restes trouvés enterrés à Georgetown comme ceux de Brittany Drexel. C'était tout un processus d'ADN et de dossier dentaire qu'il avait identifié de manière médico-légale, puisque malheureusement, après plus de 13 ans, il ne restait vraiment pas grand-chose que de la dépouille de la jeune fille. Le fait que Raymond Moody vivait dans un hôtel à l'époque et que les restes de Brittany ont été retrouvés à environ 5 km de ce fameux motel ont donné tous les indices pour les policiers afin de s'interroger encore plus sur l'homme. Et encore une fois, ce qui est complètement fou, c'est que l'homme a été suspecté en 2012 et que c'est seulement en 2022 qu'il s'est fait arrêter pour le meurtre. Mais bon, vaut mieux tard que jamais. Selon le médecin légiste, Brittany serait morte par étranglement
des mains de Raymond. L'homme aurait également commis des agressions sexuelles et un enlèvement par la force. Brittany peut enfin rentrer chez elle et se reposer en paix, et sa famille peut avoir des réponses, puisque l'homme va enfin avoir un procès, ce qui permettra à toute sa famille et à tous ses proches d'avoir le fin mot de l'histoire, de savoir pourquoi l'homme a assassiné cette jeune fille et surtout ce qui lui est arrivé dans ces dernières heures. Si Dane pensait initialement que sa fille avait suivi un homme qui lui aurait proposé d'être mannequin, ça faisait partie de l'une de ses théories, puisque la jeune fille rêvait d'être mannequin, il semblerait qu'il en était tout autre. L'adolescent qui était parti avec des amis pour profiter des spring breaks, à faire la fête, n'a même pas eu le temps d'y passer une soirée qu'elle avait déjà subi l'enfer des mains de son bourreau. Ce qui est également tragique, c'est l'ignorance et l'apathie qu'ont fait preuve les soi-disant amis de la victime, puisque à aucun moment ils n'ont proposé leur aide, ont contacté les parents de Brittany, aucun message, rien du tout. C'est comme si la pauvre adolescente n'avait jamais compté à leurs yeux, alors qu'elle avait pris le risque de mentir, de décevoir sa mère, pour passer quelques jours à leur côté, parce qu'elle leur avait fait confiance en tant qu'amie. Alors certes, toutes ces personnes n'avaient finalement rien à voir dans le meurtre de Brittany, mais tous, petit à petit, ont mis leur grain de sel à ce qui est arrivé à Brittany. Puisque si personne ne lui avait pris la tête pour un stupide short, si s'était tous comportés correctement, Brittany ne se serait jamais sentie mal à l'aise, elle ne serait jamais partie de son plein gré à pied. Si Peter et ses amis avaient pris soin de l'adolescente, l'avaient raccompagnée chez elle, il ne serait jamais rien arrivé à Brittany. Donc malgré le fait que eux, certes, n'étaient pas coupables, que je l'accorde, comme Peter l'a dit, ils n'étaient pas là pour faire du babysitting, eh bien, néanmoins, ils ont tout de même tous mis leur petit grain de sel pour que cela arrive. Et je peux continuer comme ça pendant longtemps. Les amis de Brittany, qui étaient majeurs, n'avaient en aucun cas le droit d'amener Brittany dans une autre région sans l'accord de ses parents. Donc évidemment, je ne veux pas remettre toute la faute sur eux. Brittany aussi, elle-même, n'avait pas à partir comme ça, à mentir à sa mère. Mais, quoi qu'il en soit, je considère que tous ses amis ont eux aussi aidé à ce que Brittany disparaisse ce jour-là. C'est un petit peu l'effet papillon. Même si, évidemment, ils n'ont rien fait d'illégal, si ce n'est que de ne pas prendre soin de ses amis. Mais heureusement, on a trouvé le coupable, et voici son procès. Brittany avait donc toute sa vie devant elle, et je suis bien content que l'homme aujourd'hui âgé de 62 ans ait été arrêté 13 ans plus tard. L'homme accusé d'avoir enlevé et assassiné l'adolescente a plaidé coupable aux accusations en octobre 2022, et quelques jours plus tard, il a été condamné à la prison à vie. Les procureurs ont partagé les détails de la confession de Raymond, reconnaissant que les éléments de son histoire étaient égoïstes, tout en offrant suffisamment de preuves pour convaincre les enquêteurs qu'il avait effectivement commis le meurtre. Ils ont également dit que l'accusé les avait conduits sur le site où le corps de Brittany avait été récupéré. À la suite du plaidoyer de culpabilité, le juge Ferrell Cotran Jr. a condamné Raymond Moody à des peines consécutives de 30 ans pour enlèvement, conduite sexuelle criminelle et une peine d'emprisonnement à perpétuité pour meurtre. Donc, comme je vous l'ai dit, il a littéralement été condamné à vie. Les procureurs ont déclaré que les progrès de la technologie les ont aidés à mieux identifier le moment où Brittany a disparu en marchant le long d'une rue à Myrtle Beach. Cela les a conduits à la vidéosurveillance d'un véhicule dans lequel ils croyaient que se trouvait la victime, et ce véhicule a permis aux enquêteurs de se concentrer sur Raymond et sa petite amie Angel Vose. Au tribunal, le solliciteur adjoint Scott Hickson a déclaré qu'en avril, les enquêteurs ont persuadé Audrey de porter un micro lors d'une conversation avec Raymond, ce qui a conduit à un mandat de perquisition de la résidence de l'accusé. Bien que cette recherche n'ait révélé aucune preuve dans l'affaire de Brittany, elle a conduit Raymond à avouer son rôle dans le crime. C'est exceptionnel. Je trouve ça génial, la façon dont les enquêteurs ont réussi à mettre la main sur le criminel, et surtout le fait que 13 ans plus tard, ils étaient réellement toujours en train de continuer d'enquêter pour trouver le coupable. Les procureurs ont dit qu'après avoir avoué, l'homme les a conduits à l'endroit où il a affirmé avoir enterré l'adolescente.
Selon l'accusé, cette soirée-là, lui et Audrey s'étaient rendus à Myrtle Beach lorsqu'ils ont repéré Brittany marchant seule. Il affirme qu'ils ont invité la victime à faire la fête avec eux et qu'elle est entrée volontairement dans le véhicule. Raymond a déclaré qu'ils se sont rendus en voiture à un camping dans le comté de Georgetown où ils fumaient tous les trois de la marijuana. Alors pourquoi être parti si loin à 90 km? C'est une bonne question. Là déjà, ça semble suspect sur le fait que la jeune fille était rentrée volontairement dans le véhicule. Quoi qu'il en soit, il a ensuite déclaré aux enquêteurs qu'il espérait qu'une activité sexuelle volontaire pourrait se produire avec Brittany après qu'elle ait consommé de la drogue. Pendant un temps, sa petite amie, Audrey, a quitté le camping et c'est à ce moment qu'il a décidé de tenter de faire avancer, selon ses mots, la situation avec sa future victime. Raymond a déclaré que lorsque l'adolescente a résisté, il l'a saisie, l'a forcée à enlever ses vêtements et l'a forcée à avoir des relations sexuelles par des menaces de violence. Après son acte odieux, se rendant compte qu'il pourrait totalement retourner en prison pour ce qu'il a fait, il a décidé d'étrangler Brittany. Il a ensuite enveloppé son corps dans une couverture et l'a déplacé dans les buissons qui étaient à proximité pour la cacher. Lorsque sa petite amie est revenue et a demandé où était l'adolescente, il a dit que les amis de cette dernière étaient venus la chercher et qu'elle était simplement partie avec eux. Ensuite, ensemble, ils ont quitté le camping, mais il est revenu seul au milieu de la nuit afin de déplacer le corps de Brittany à un autre endroit, l'endroit où il l'a enterré. Les membres de la famille de la victime ont fait des déclarations devant les tribunaux qui ont jeté le doute sur la version des événements de l'assassin, en particulier l'idée que leur fille l'ait volontairement suivi. Chad Drexel, le père de Brittany, était au bord des larmes en décrivant à quel point il était complètement dévasté par la disparition de sa fille. Il a déclaré que cela avait conduit à la mort de son mariage et littéralement de sa santé à lui. Il déclara d'ailleurs ceci devant la cour. 13 ans plus tard, je découvre la façon horrible, dégoûtante et insensée dont elle a été assassinée. Cet homme est un monstre malade et pervers. When I found out that she went missing, I didn't know what to think. I didn't know what I don't wish that for anybody. Not even people in prison. To lose their child. A loved one, but I mean, I'm gonna be her adopted dad, but I loved her. At first, I thought she would be found because, like Don had mentioned that she was going down there and searching. They're going to bring her home, and that's what I thought would happen. However, days turned to months, and those months turned into years. Years of torture, wondering where my daughter was, our daughter was, our sister was. Every single day I prayed. I was a Catholic, and I became a Christian really quick because at the end of the day, all you got is you and God. Sorry. Dane, sa mère, a déclaré de son côté qu'elle était hantée par le nombre de personnes blessées par Raymond Moody et a reconnu la souffrance de ceux qui étaient injustement accusés d'être impliqués dans le meurtre de sa fille. C'était une référence notamment à Timothy Dashon Taylor, qui avait, je vous le rappelle, été accusé à tort du meurtre de Brittany, et ce durant de longues années. Pendant tout de même 6 ans, le jeune homme était accusé du meurtre de la jeune fille, et ça a forcément eu beaucoup de répercussions sur sa vie privée, sur son travail, ses amis et sa famille. D'ailleurs, les membres de la famille de Timothy étaient dans la salle d'audience ce jour-là pour assister au procès. Dane a demandé au juge d'imposer la peine maximale au meurtrier, disant qu'elle espérait que l'homme souffrirait en prison et que pour le reste de sa vie, il souffrirait du mal et de la misère qu'il a causé à tant de gens, déclarant également ceci. What gave you the right to put your hands on my daughter? You are a disgrace to your parents, to your own children, to your family, and any friends you have left. You are a serial rapist and a child predator. You should be ashamed of your actions, especially having 3 daughters of your own. Raymond, l'accusé, s'est exprimé brièvement, s'adressant au tribunal après avoir reconnu l'enlèvement, le viol et le meurtre de Brittany Drexel.
Il a parlé de sa longue peine de prison pour enlèvement et le viol d'une jeune fille californienne de 9 ans qui était survenue en 1983. Il déclara ceci. « J'ai été emprisonné durant 20 ans et je pensais que c'était suffisant, mais ce n'était pas le cas. J'étais un monstre à l'époque et j'étais un monstre quand j'ai pris la vie de Brittany Drexel. Je n'ai pas les mots pour exprimer à quel point je me sens horrible et comment je me sens depuis ce jour-là. Je suis vraiment désolé. » Malheureusement, malgré toutes les excuses, autant sincères soient-elles qu'il pourra donner à la famille, à la cour, ça n'enlèvera jamais le fait qu'il ait agressé et tué une jeune adolescente de 17 ans qui avait toute la vie devant elle et qui n'avait rien demandé à personne. Merci à vous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!